Bonjour à tous. Ouf, un peu trop près là. Je m'avance pas trop. Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Je me présente, je m'appelle Cyril Olaizola. Je suis le local de l'étape puisque je fais partie de l'équipe BCA qui organise le congrès ATHS. Donc je ne prendrai pas trop la parole, mais j'avais quelques petites informations à vous donner avant de commencer. Alors, deux petites choses. La première, c'est que finalement, Sophie Albert, qui devait intervenir, ne sera pas là aujourd'hui, ne pourra pas le faire. Et Mireia, qui est à Barcelone, interviendra, elle, en visio. Elle interviendra en français. C'est pour ça que Miguel, derrière, est là et traduira. Donc, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, n'hésitez pas... en espagnol, pardon. N'hésitez pas, et Miguel traduira en français, n'hésitez pas à prendre les casques qui sont juste à l'entrée si vous en avez besoin. Je vais laisser la parole à Jean-Sébastien Fallu, qui va vous présenter un petit peu nos intervenants et qui va animer cette session aujourd'hui. Merci Cyril, merci d'être là, merci de l'invitation, oui. Donc, je me présenterai plus tard, mais juste dire que je suis de l'Université de Montréal, ça explique l'accent. Donc, les intervenants, bien, vous l'avez sur le programme devant vous. Il y aura d'abord Julio Delamo, ensuite Sacha Herzog et Victor Martin. Je ferai ensuite, à la demande de Cyril, une espèce de mise en perspective internationale pour terminer, pour clore. Donc, sans plus tarder, on peut commencer avec Julio, qui va vous parler des comportements de réduction des risques après des résultats discordants de tests de drogue. Les résultats du projet de Check Now en France. À toi, Julio. Merci. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter le travail de comportement de réduction des risques après des résultats discordants des tests de drogue, résultats de l'étude Check Now en France qu'on a fait avec Samuel Tobias, un étudiant canadien qui est venu à notre laboratoire, le CESTIM, à Marseille. Pour vous mettre un peu en contexte, on n'a pas beaucoup d'études sur l'impact de l'analyse de drogue sur les comportements de réduction de risque des individus. Il y a certaines études qui se sont centrées dans des contextes très spécifiques comme des salles de consommation ou des festivals, mais à notre connaissance au moins, il n'y a pas d'études sur la population générale. En plus, la France, ayant un dispositif général d'accès un peu uniformisé d'analyse de drogue accessible à la population générale, c'est une bonne opportunité pour nous permettre de réaliser une étude, en plus dans un contexte hors crise des opiacés, que c'est dans ce type de contexte où l'analyse de drogue il est beaucoup plus nécessaire. Donc, les objectifs de Check Now, de l'étude, c'est d'évaluer l'efficacité de l'analyse de drogue après des personnes utilisatrices de drogue en France, sur la réduction des risques des événements indésirables liés à l'usage de drogue, mais aussi de l'amélioration des connaissances et de la capacité d'agir, ce qu'on peut appeler l'empowerment. Aussi, il y avait certains objectifs secondaires comme comprendre l'impact des caractéristiques des personnes usagères de drogue sur l'utilisation et l'efficacité du dispositif, étudier quel est l'impact de l'analyse de drogue sur les pratiques professionnelles, c'était un autre volet de l'étude, explorer les attentes et les perceptions des intervenants qui proposent l'intervention et étudier aussi l'impact du numérique, de l'accès à Internet sur l'analyse de drogue. Dans la section de matériel et méthode, un peu, je vais vous expliquer comment on a mis en place cette étude. C'est une étude en méthode mixte, c'est-à-dire qualitatif et à la fois quantitatif. On a utilisé comme cadre théorique un cadre qui s'appelle REAIM, qui s'appelle Reach, Efficacy, Adoption, Implementation and Maintenance. Et dans le premier volet, on a utilisé la méthode Delphi, que c'est une méthode où on a eu un gros panel d'experts sur l'analyse de drogue pour se mettre d'accord sur ce que c'est l'analyse de drogue et surtout sur ce qui n'est pas l'analyse de drogue. Après, on a eu un deuxième volet que c'est avec de la méthode mixte
par une suivi longitudinal par le questionnaire avec une e-cohorte, une cohorte électronique qu'on a créée. Et aussi, on a eu des entretiens semi-directifs dans la partie qualitative après des personnes usagères de drogue. Aussi, il y a eu un troisième volet qui est étude d'impact des pratiques professionnelles. Ça, c'est une étude purement qualitative où on a eu des focus group avec des intervenants. Moi, dans ma présentation, je vais me centrer sur la e-cohorte du volet 2, que c'est sur l'étude quantitative. Nous avons diffusé une e-cohorte. Les gens pouvaient répondre bien online. On a même fait des posters de communication pour essayer de joindre la plupart des gens, pour le rendre un peu plus attractif et tout. Et aussi, nous avons des personnes qui ont pu répondre dans les caruts participants que vous verrez ici. Les résultats sont les résultats de M0, c'est-à-dire la première vague des personnes qui ont répondu. Dont il y a 1363 personnes, il y a à peu près une centaine de personnes qui ont répondu dans les caruts. Le reste des personnes ont répondu online. Les personnes ont répondu à un questionnaire où il y avait un volet sociodémographique, comme dans la plupart des questionnaires, pour savoir quelle est la personne qui répond. Il y avait aussi une partie sur les effets recherchés des consommations et les effets secondaires dus à ces consommations, sur les polyconsommations de substances des personnes, des données de santé. Aussi, il y avait une échelle que c'est le General Self Efficacy Scale pour mesurer un peu l'empowerment des usagers. Une autre volet sur le renseignement sur les drogues, c'est-à-dire pour voir jusqu'à quel point les personnes usagères de drogue se renseignent sur les substances qu'ils consomment avant de consommer. Et finalement, logiquement, un volet sur la connaissance et l'utilisation de l'analyse de drogue. Pour cet échantillon, on s'est centré sur des personnes qui ont utilisé l'analyse de drogue face à face dans les 6 derniers mois. Nous voyons que dans l'étude, il y a un faible pourcentage de personnes ayant utilisé l'analyse de drogue dans leur vie, à peu près un tiers. Puis, dans les 6 derniers mois, on tombe à 289 personnes, donc ce qui n'est pas beaucoup. Et finalement, on a inclus 181 personnes dans notre étude. Nous voyons qu'on est quand même avec des personnes assez jeunes, qui ont une moyenne d'âge de 30 ans. Il y a plus de la moitié de l'échantillon, ce sont des hommes cis, on a 13% de personnes trans et non-binaires. La population LGBT+, elle est assez représentée avec la moitié de l'échantillon quand même. 72% ont un logement stable et plus de la moitié sont en emploi. Ce qui veut dire que quand même c'est un échantillon de personnes utilisatrices de drogue assez inséré. Nous voyons que seulement 6% ont consommé de l'héroïne, mais que quand même il y a une forte consommation de stimulants dans l'échantillon, avec 84% de personnes qui ont consommé dans le dernier mois. Notre hypothèse principale dans cette étude, qui était suggérée par la littérature, c'est d'étudier le lien entre les résultats de l'analyse de drogue et les pratiques de RDR. Là, il y avait un DAG, que c'est un Directed Acyclic Graph, qui nous montre que les substance use characteristics, c'est-à-dire les caractéristiques d'usage, sont impactées par les caractéristiques sociodémographiques comme l'emploi, le logement, le genre et l'âge. Mais nous voulons voir comment les résultats de l'analyse de drogue impactent sur le comportement de réduction de risque. Pour ça, on a construit les suivantes variables. Il y a la variable d'exposition, que c'est le résultat de l'analyse de drogue. Il y avait une question dans le questionnaire de CheckNow qu'il disait la dernière fois que vous avez eu recours à l'analyse de drogue en face à face, la substance analysée correspondait à ce que vous pensiez. Il y avait deux réponses, que c'était la substance attendue et ou c'était la substance attendue avec une pureté différente. Ces deux questions étaient considérées comme le même outcome, c'est-à-dire je fais analyser une substance et l'analyse de drogue me dit que, en effet, c'est la substance que j'attendais, indépendamment de la concentration.
la substance attendue était mélangée avec un ou des produits non psychoactifs, c'est-à-dire des produits de coupe mais qui n'ont pas d'effet psychoactif en théorie. Le troisième outcome, c'était la substance attendue était mélangée avec un ou des produits de coupe psychoactifs. Et la quatrième variable, c'est ce n'était pas la substance attendue. Nous voyons que la plupart des personnes, en effet, c'était la substance attendue, mais que quand même on a un peu représenté avec 15, 19, 21 personnes, des personnes avec des résultats avec des adultérants non psychoactifs et même la substance attendue non présente. C'est important pour l'étude de voir que dans ce cas, il y a un gradient dans la perception du danger qu'il peut avoir, dans le fait qu'un adultérant non psychoactif, ce n'est pas aussi dangereux qu'un adultérant psychoactif dans la drogue. Et logiquement, c'est beaucoup moins dangereux que la substance attendue ne soit pas présente. Donc, ce qu'on pourrait attendre dans cette étude-là, c'est qu'au fur et à mesure qu'on descend dans ce graphique, les individus fassent plus attention et s'engagent davantage dans des comportements de réduction des risques. Pour savoir si les personnes ont pas eu un comportement de réduction des risques, il y avait une autre question dans le questionnaire, que c'était si, suite à cette analyse, avez-vous modifié votre comportement de consommation de la substance analysée? Et en fonction de la réponse, on a divisé en oui, cette personne a eu un comportement de RDR, ou non, cette personne n'a pas eu un comportement de réduction des risques. Dans les catégories de réduction des risques, c'est la personne n'a pas pris la substance analysée, la personne a gardé la substance analysée pour une autre occasion. Si ta cocaïne, c'est pas de la cocaïne et c'est de la kétamine, peut-être tu la prends dans un autre moment plus adéquat pour prendre de la kétamine. Vous avez pris une dose plus faible de la substance analysée que prévu, ou vous avez changé de mode d'approvisionnement de fournisseur. Et pour les comportements que ce n'était pas des comportements de réduction des risques, c'est vous avez pris une dose plus importante de la substance analysée que prévu, vous avez pris la substance analysée comme prévu, ou juste les gens qui voulaient se rassurer par rapport à l'analyse de drogue. Nous avons fait un modèle multivarié et les résultats sont qu'en effet, il y a un gradient en fonction du résultat de l'analyse de drogue. Pour vous expliquer le graphique, en fait, lorsque la personne, on a fait une régression et, on a fait comme référence la substance attendue, et lorsque, par exemple, il y avait un adultérant non psychoactif, la probabilité dans la régression ajustée avec tous les facteurs sociodémographiques, etc., c'était presque de 5 fois plus probable qu'une personne qui avait un adultérant non psychoactif par rapport au résultat de l'analyse de drogue s'engage dans un comportement de réduction des risques. Lorsque cet adultérant il était psychoactif, les autres ratios, la possibilité, elle était 6 fois plus grande, et lorsque la substance attendue, elle n'était même pas présente, c'était presque 14 fois plus probable que la personne s'engage dans un comportement de réduction des risques. Donc, nous voyons en effet ce gradient-là qui est en jeu en fonction du résultat de l'analyse de drogue. Comme vous voyez là, les intervalles de confiance sont assez larges, mais quand même, les p-values sont significatifs, ce qui veut dire que quand même, il y a ce changement de comportement, il y a ce gradient en fonction du résultat de l'analyse de drogue. En tant que conclusion, les résultats inattendus et problématiques à suite de l'analyse de drogue sont associés à une augmentation graduelle de la probabilité d'adopter un comportement de réduction des risques. L'impact sur les personnes usagères de drogue, c'est inspiré d'une approche en psychologie sociale autour de la théorie de l'action planifiée, c'est-à-dire si je planifie consommer une substance X, et c'est pas ce que j'attends, je vais modifier mes comportements. Et logiquement, ces résultats sont sont pas préliminaires, mais on a un échantillon relativement petit, et quand même, on aimerait confirmer avec des résultats futurs, aussi en comparant l'efficacité des personnes exposées à l'analyse de drogue contre les personnes qui ne sont pas exposées. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour... Oui. Il y a un micro avant, Bertrand. Oui, ma question est totalement nulle, mais c'est parce que je suis nul en statistiques et en trucs comme ça. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en arrière
Encore. Voilà, c'est cette diapo-là. Alors, la question que je vais vous poser, parce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi est-ce que dans la première série, il y a oui partout et dans la deuxième, il y a non, y compris lorsque la phrase dit oui, vous avez pris une substance et au bout, il y a non. Il y a un truc que je ne comprends pas. Bien sûr, en effet, c'était après l'analyse de drogue. Peut-être je ne me suis pas trop bien expliqué ici, je suis désolé. En effet, après que la personne ait eu son résultat de l'analyse de drogue, il y avait la question là que c'est qu'est-ce que vous avez fait avec la substance que vous avez fait analyser. Et les premières réponses, elles disent que cette personne a utilisé un comportement pour réduire les risques, c'est-à-dire elle n'a pas pris la substance, elle l'a gardée pour une autre occasion, etc. Tandis que dans les 3 dernières réponses, prendre une dose plus importante de la substance analysée, ce n'est pas un comportement de réduction des risques. Ouais. Oui, ça veut dire un comportement de RDR, non, ça veut dire... Non-comportement de RDR, exactement. Oui, une question, Salomé. C'est sur cette slide aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment une question que j'ai. Je comprends du coup que c'était important de pouvoir quantifier tout ça et qu'il faut toujours faire des choix du coup de qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non. Mais c'est vrai que ça me fait un peu bizarre de lire vous étiez inquiet, l'analyse a permis de vous rassurer, ce ne serait pas un comportement de réduction des risques, ça laisse entendre que du coup consommer quand même c'est de l'augmentation des risques, alors que c'est un peu étrange pour moi, mais je comprends très bien l'idée que voilà, il faut faire des statistiques, tout ça, mais bon. Oui, non, exactement, vous avez totalement raison. En fait, il y avait un petit débat par rapport à cette question, même il y avait une autre question que c'était j'ai donné la substance à une autre personne, qu'on a éliminé cette question parce qu'on ne savait pas si c'était un comportement de RDR ou pas. Oui, il y avait ça, non? Je ne saurais pas te dire. Écoute, mais oui, il y avait certains choix et celle-là de vous être inquiète, l'analyse a permis de vous rassurer. Comme il n'y a pas un changement comportemental, on a décidé de le mettre dans la catégorie non RDR. Voilà. Merci. Vous comprendrez mon accent que je viens aussi du Québec. Donc, je connais moins le contexte d'analyse de substances ici en France. Est-ce que c'est systématiquement accompagné d'un counseling? C'est plutôt le cas au Québec. Puis, est-ce que vous avez pu faire la différence dans les différents modèles d'analyse de substances? Est-ce que la réduction de risque vient de l'analyse en tant que telle ou vient du counseling qui est délivré en même temps que l'analyse? Normalement, dans les cas rudes, bon, après, peut-être Victor pourra vous répondre mieux que moi, mais ce n'est pas nécessairement accompagné d'un counseling, non? Ou... Alors, du coup, bonjour, moi c'est Victor Martin, je suis responsable du pôle ressources au bus 3132 et je gère le Drug Lab, qui est le labo d'analyse de drogue sur Marseille pour la région PACA, Corse et d'autres copains. Du coup, en gros, la loi, elle prévoit en France une chose assez spéciale, c'est que dans la loi de santé de 2016, si je ne m'abuse, il y a marqué les structures de réduction des risques sont autorisées à participer à l'analyse de drogue. Point final. Qu'est-ce que c'est l'analyse de drogue? Quelle technique? Quelle manière? Quelle modalité opérationnelle? Il n'y a rien. Donc, ce qu'on fait, nous, je pense chacun, entre les porteurs d'analyse, je pense que c'est un peu aussi l'intérêt, c'est d'avoir une diversité de pratiques pour l'instant, vu qu'effectivement, l'État nous laisse nous débrouiller tout seuls. Donc, nous, on fait un peu ce qu'on a envie de faire en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, nous, on a une approche centrée sur la personne, on fait un entretien de réduction des risques centré sur la personne, le produit, son contexte de collègues, ce dont elle a besoin. Effectivement, ça peut dériver sur counseling, sur des orientations éventuellement, sur 1 milliard de choses différentes. Enfin, des fois, ça dérive totalement. Mais c'est des espaces, les entretiens de collecte, où il se passe beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'entretien de collecte. C'est des huis clos avec les usagers, où des fois, ça peut être très long, où les personnes peuvent partir vraiment sur parcours de vie, logement. Enfin, ça peut être très large sur les problématiques qui sont évoquées. Et d'où les méthodes aussi. Mais est-ce que c'est structuré? Ouais. De messaging, comme on dit en anglais? Soit en physique, soit via messagerie, mais nous on fait les collectes plutôt en physique via notre réseau, via notre partenaire collecteur à distance, le font selon les modalités qu'ils choisissent. Justement, est-ce que le rendu doit toujours être accompagné d'un résultat?
pardon, d'un accompagnement. C'est un peu l'idée. Et du coup, moi, je fais partie d'une association d'autosupport sur Internet. On fait des analyses à distance et du coup, les résultats sont rendus en ligne. Et il y a toujours cette question, notamment vis-à-vis des potentiels financeurs, de comment vous faites pour les accompagner en ligne. Est-ce que discuter sur un forum avec vos pairs, c'est en soi suffisant? Et nous, on est plutôt d'avis que... dans l'idéal, évidemment, qu'on doit l'accompagner de conseils de réduction des risques, mais parfois, les gens qui viennent sur le forum sont déjà informés, en fait, et le résultat est en soi de la réduction des risques. Pour compléter, si vous voulez, moi je travaille à Bordeaux et dans l'association il y a aussi un dispositif d'analyse de drogue. Ça va vraiment dépendre de la demande de l'usager. Si l'usager veut passer le plus vite possible et faire analyser et qu'il n'a pas envie d'échanger, un peu comme quand quelqu'un va chercher du matos, soit on va passer du temps à essayer de changer, d'améliorer la réduction des risques, soit sinon on lui donne ce qu'il a besoin. Et là avec l'analyse de drogue, pareil. Donc c'est à la demande de l'usager. D'autres questions? Oui. Merci beaucoup, Rulio, pour ce travail que tu as fait. Et moi, je suis assez surprise par cette reproduction d'une espèce de normativité où le oui, 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 si j'ai bien compris, c'est oui, 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 c'est RDR. Non, 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 c'est pas RDR. C'est ça un peu l'idée. Oui. Et pour autant, non, vous avez pris la substance analysée comme prévu. Mais si le résultat concorde avec ce qui était attendu, je ne comprends pas pourquoi ça ne serait pas RDR. Et en l'occurrence, oui, vous avez pris une dose plus importante de la substance analysée que celle prévue, mais si ton ecstasy était moins dosé que ce que tu imaginais, tu en as pris un peu plus. En l'occurrence, ça me paraît un peu étonnant, en fait, cette espèce de dichotomie RDR, pas RDR, à quel point c'est efficient en termes scientifiques de reproduire cette normativité. Et est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de garder ces catégories pour montrer qu'il y a des changements de comportement? Ces changements de comportement sont des indicateurs de pratique. Et je te passe le... Ah bah, pardon. Voilà, donc je suis juste surprise en fait de justement l'idée de l'analyse de drogue, c'est en capaciter les personnes qui consomment en leur donnant du savoir et qu'elles soient capables de faire des choix. Là, on voit qu'elles sont capables de faire des choix. Et est-ce que selon toutes les décisions, finalement, est-ce qu'on n'est pas sur de la RDR parce qu'on est sur du choix? Voilà. C'est un peu philosophique. Merci beaucoup pour ta question parce que je pense que ça aide à compléter un peu ce que j'ai dit. Bon, dans le premier cas, si c'est moins dosé ou plus dosé, on considérait que c'était la substance attendue, donc là, il n'y a pas de différence. Mais en fait, logiquement, si c'était la substance attendue, si tu pensais que tu avais de la cocaïne à 100%, par exemple, et c'est en effet de la cocaïne à 100%, vous avez pris une dose ou vous avez pris la substance analysée comme prévu, ça peut être un comportement de RDR, mais si la substance, par exemple, ce n'était pas la substance attendue, c'est un comportement de réduction des risques. C'est pour ça que dans la régression qu'on a fait, on a fait comme référence la substance attendue. Et s'il y avait un adultérant, c'est 4 fois plus probable que, ou 4,8 fois plus probable que tu fasses un comportement de réduction des risques. Donc en fait, lorsque c'est la substance attendue, peut-être que le comportement de réduction des risques, c'est pas si important. C'est pour ça qu'on l'a mis comme référence et on a comparé lorsqu'il avait un adultérant ou lorsque la substance attendue n'était même pas présente comme point de comparaison. J'espère avoir pu répondre. On a le temps d'une dernière, s'il y en a une. Sinon, t'es prêt, Sacha? Mais on peut applaudir Julio. Ah, il y avait une question? Non, comme j'ai le micro, je vais en profiter. Oui, mais pas trop. Hein? Non, je vais faire ça en une vingtaine de minutes. Je vais aller vite. Est-ce que dans votre expérience, il arrive fréquemment que l'exemple que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire les gens pensaient que c'était de la cocaïne, en fait c'était de la kéta, est-ce que ça arrive souvent? Le fait que ce soit complètement une autre substance? Bon, je pense que je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question parce que, en fait, moi, je fais des statistiques, je ne travaille pas dans le labo de réduction de risque. Là, peut-être quelqu'un d'autre pourrait vous répondre mieux. Mais voilà, je n'ai pas d'expérience. Ça arrive qu'il ne soit pas le bon produit. Je n'ai pas des chiffres en tête exactement, mais on est quand même sur des... C'est pas hyper courant, quoi. On est sur des pourcentages assez légers, quoi. De l'ordre d'en dessous de 5%, mais je ne sais pas combien.
Alors, merci à Julio. Et maintenant, on va avoir l'intervention de Sacha Herzog. Analyse de drogue dans un objectif de réduction des risques, avancées et résultats du réseau. Analyse ton prod à Paris. Ben, à Paris, c'est basé à Paris, mais c'est le monde entier, oui. Bonjour. Déjà, merci Jean-Sébastien, merci Cyril et merci à Billy à la tâche pour l'invitation qui me permet de parler du réseau ATP et surtout, vous allez le voir, qui m'a permis de rentabiliser mon abonnement Canvas Pro. Donc, soyez pas surpris s'il y a beaucoup de dessins. Donc, analyse de prod, analyse de produits à visée de réduction des risques et le réseau Analyse ton prod. Alors, je vais commencer rapidement un peu d'histoire parce que je pense que vous la connaissez déjà. Donc, l'analyse de produits années 90. Je passe très rapidement une vingtaine d'années, même s'il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu, notamment la loi de santé de 2016. Le décret de 2005 sur les RDR qui donne un cadre qui est ce qu'il est, qui est assez lacunaire, mais qui permet en tout cas de faire l'analyse, qui n'est pas le cas partout. Donc le logo MDM, parce que quand même l'analyse de drogue en France, c'est Médecins du Monde qui s'est battu pour le lancer et qui l'a tenu à bout de bras pendant quasiment une bonne vingtaine d'années. 2000, après la loi 2016, Médecins du Monde considère que le travail, en tout cas de pérenniser l'analyse, a été fait et donc commence à déléguer, à se retirer progressivement de ce dispositif dans l'idée que Médecins du Monde arrive avant la loi et qu'ensuite, c'était Médecins d'Istanbul, et qu'ensuite c'est aussi aux autres de prendre le relais. Et donc le programme XBT, qui est le programme d'analyse, s'arrête en 2019 et de là le réseau qui avait été formé par XBT, en tout cas ceux qui étaient en XBT et qui souhaitaient le faire, se sont réunis pour construire un nouveau réseau qui était le réseau Analyse ton prod. Donc il y a eu pendant 2 ans une construction, la rédaction d'une charte, des modalités de fonctionnement. 2021, j'ai vu dans l'historique, fondation du réseau ATP. Je ne peux pas vous dire exactement combien d'assauts. Je n'ai pas réussi à retrouver les premières adresses, mais c'était une vingtaine, je pense, d'associations qui ont adopté cette charte, le modèle de fonctionnement, et qui ont voté pour un nom, Analyse ton prod, avec un, je trouve, très joli logo. Et ensuite, à partir de là, le réseau ATP s'est structuré. 2023, on a l'élection de son premier comité de pilotage. Donc la particularité du réseau, c'est qu'il est piloté par un comité qui est élu par ses membres. Donc 13 membres. Alors, il est élu, 10 membres sont élus dans... Ça, je vais vous le présenter après. Et donc, qui décide de la direction que prend le réseau au jour le jour. Il y a aussi eu le lancement, côté technique, du contrôle qualité, puisque ça, l'idée en réseau, c'est de pouvoir se tester entre nous. J'avance encore un petit peu... puisqu'en 2024, il y a le lancement du site analysetonprod.fr, qui est aussi, je trouve, un très joli site. Mais surtout, la mise en place d'une nouvelle base de données, puisque la base de données de Médecins du Monde XBT a fermé en 2024. Médecins du Monde avait gentiment accepté de laisser ouverte la base pendant plusieurs années, mais à un moment, il fallait bien qu'elle ferme. Elle n'allait pas rester, Médecins du Monde n'allait pas éternellement la mettre à disposition. Et donc, une base de données a été créée qui permet aux membres d'avoir accès à leurs résultats, de les mettre en ligne, de pouvoir avoir accès à des statistiques. Et ça aussi, j'ai expliqué. Et donc, depuis 2024, je pense qu'on peut dire que la phase de construction du réseau s'est achevée avec la base de données. Donc là, c'est continuer à se développer en soutenant l'ouverture de nouveaux laboratoires, en routinisant le contrôle qualité, en aussi essayant d'améliorer la couverture territoriale de l'analyse là où il y a un besoin et là où il y a aussi un besoin de mise en réseau. Et donc, c'est aussi de ça que je vais parler. Donc d'abord, la structure du réseau. Il y a 3 grands points importants. D'abord, donc, ce comité de pilotage qui est élu aux 2 tiers, donc plus que 2 tiers, je pense que c'est plutôt 3/4. 10 membres sur 13 qui font partie d'associations
dont un membre qui est partie d'une association d'autosupport et 3 membres qui sont des usagers des services d'analyse. Donc il faut avoir au moins utilisé une fois l'analyse de drogue et qui sont tirés au sort, ça j'en parle précisément. La Fédération Addiction, cette structure, a une mission d'appui, une mission d'animation et bien sûr un réseau d'assauts qui sont engagés. Donc au lieu de pilotage, vous le voyez là, donc il y a 13 membres. Donc les associations qui font de la collecte de produits, c'est-à-dire qui n'ont pas de laboratoire dans leur structure, mais qui vont collecter des produits et les envoyer soit par la poste, soit en voiture par exemple, en tout cas qui vont envoyer le produit à un laboratoire qui va ensuite leur rendre le résultat. Donc 3 membres élus. Les associations qui portent un laboratoire, 4 membres. Associations d'autosupport de personnes qui utilisent des drogues. Donc là il y a un membre qui est élu. Et donc chaque collège vote pour ses membres. Les associations qui interviennent en milieu festif, donc beaucoup d'assauts interviennent en milieu festif, y compris structures lectrices, mais la particularité, en tout cas dans le réseau, c'est l'idée que le pôle d'intervenants est principalement bénévole et qui intervient principalement dans le festif, dans la construction du réseau, j'étais pas là, mais il y a eu l'idée que ça implique des contraintes, des difficultés particulières quand on a un pôle de bénévoles principalement, et donc des personnes qui utilisent les services d'analyse de drogue. Comme on aura du mal à faire une élection de toutes les personnes qui ont recours à l'analyse, et on a décidé de faire un tirage au sort, donc on fait un appel à chaque fois parmi les personnes qui veulent. Il suffit de donner une adresse mail, il n'y a pas besoin d'avoir pas besoin de donner son nom. La plupart, enfin tous les membres aujourd'hui sont sous pseudo. Il n'y a pas besoin de montrer sa tête, mais on peut le faire. Il n'y a pas besoin de donner plus d'infos. Il n'y a pas un certificat d'utilisation de drogue à donner. On fait confiance aux gens. Et donc ce comité se réunit régulièrement, au moins 2 fois par an, souvent plus souvent, que ce soit pour de la direction générale du réseau ou pour parler de sujets plutôt spécifiques. Donc ça peut être les orientations stratégiques dans les partenariats qui vont être faits, dans les priorités du réseau pour les années à suivre. Ça va être aussi à faire en sorte que les principes éthiques du réseau sont toujours respectés, que le fonctionnement est toujours respecté. Alors qu'ils soient respectés par la Fédération Addiction, c'est aussi l'idée de gardien sur le fait que la Fédération Addiction respecte les principes du réseau. Ça peut être aussi faire en sorte que tous les membres soient bien au courant des principes éthiques, qui sont principalement les principes de la réduction des risques. Vous pouvez lire la charte, elle est disponible en ligne. Et aussi porter la voix à l'analyse de drogue, que ce soit auprès des partenaires, ça peut être auprès de l'OFDT, ça peut être auprès de la direction de la santé, ça peut être la MILDECA, ça peut être les ARS. Mais en tout cas, de porter la voix du réseau et de diffuser l'analyse de drogue comme un outil de réduction des risques, puisque le réseau Analyse Prod, je dis bien réduction des risques, ce n'est pas un réseau de veille sanitaire, même si le réseau y participe. Juste rapidement ce que fait la Fédération Addiction, parce qu'il faut bien que je justifie mon emploi. Donc, on assume le portage juridique, financier et institutionnel du réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'association Analyse Ton Prod, donc elle est hébergée par le réseau est un projet hébergé par la Fédération Addiction. Donc, on va par exemple signer les conventions. Donc, par exemple, il y a une convention avec la DGS pour le financement du réseau, de l'animation, des supports de communication, de la maintenance du site. Il peut y avoir aussi des conventions avec d'autres partenaires comme l'OFDT. Elle accompagne le comité de pilotage dans sa orientation, c'est-à-dire qu'il y a des référents au sein du conseil d'administration qui peuvent faire le lien entre l'analyse Ton Prod et les autres sujets en lien avec la réduction des risques, que ce soit le lien avec le cahier des charges, salle de consommation des HSA, s'il devait évoluer un jour avec l'introduction de l'analyse de drogue. Ça peut être le lien avec, de manière générale, la situation de la RDR en France, donc faire ce lien. Et aussi accompagner quand le comité prend des décisions, c'est des bénévoles, donc il faut bien qu'elles soient mises en place. Donc la fédération assure la conception, la maintenance et la distribution des ressources. Donc c'est le site de Analyse Ton Prod, c'est la base de données, c'est les supports de com qui peuvent être envoyés, etc. Elle appuie l'initiative des membres du réseau. Donc par exemple, j'en parlerai après, mais il y a vraiment une volonté de décentraliser le réseau. Je dirais même plutôt le fédéraliser, si ça a un sens pour une asso, mais en tout cas que ce soit des acteurs régionaux qui prennent des décisions au niveau régional, et donc elle va
on va encourager et accompagner la création de copiles régionaux, la création de collectifs, d'associations au niveau régional. Donc il y a plein de régions qui s'y sont mises et qui vont prendre leurs propres décisions, organiser leur formation, se faire des protocoles au niveau de la région, décider de leur technique d'analyse qu'elles veulent utiliser, etc. Et aussi la création de laboratoires. Je prends l'exemple de La Réunion, où à La Réunion, ils ont voulu créer un laboratoire et la Fédération Addiction a pu appuyer en récoltant ce qui a pu être fait dans d'autres endroits pour créer un laboratoire, donner les informations sur les différentes analyses, participer à des réunions avec l'ARS pour encourager l'analyse, fournir des conventions pour des formations, former des formateurs locaux qui pourront déployer ensuite l'analyse. Voilà, l'idée, c'est d'accompagner là où il y a un besoin le plus possible. Et ensuite, on anime le réseau quotidien. Donc, il y a des comités, des groupes de travail. C'est le comité de pilotage qui va dire qu'on va travailler cette année sur l'évaluation, on va travailler cette année sur les techniques d'analyse, on va travailler cette année sur l'entretien de rendu de résultats, comme est-ce qu'il en faut un tout le temps, comment on le fait s'il en faut un, est-ce qu'il faut qu'on ait des pratiques communes ou alors c'est à chacun de décider. Voilà, c'est des gros travaux qu'on va faire. Il y a une newsletter que certains d'entre vous reçoivent peut-être et un séminaire annuel qui permet de discuter un peu de l'avenir du réseau avec tous les membres. Donc ce réseau justement, alors les points de collecte, alors c'était 170, il y en a à peu près qui arrivent régulièrement. Vous voyez une carte, donc c'est les points de collecte membres du réseau et les points d'analyse membres du réseau ou non. Donc tous les points, voilà, par exemple à Marseille il y a le bus 3132, pas forcément membre du réseau, mais qui fait de l'analyse. Et il y a tout un réseau en PACA, donc rassurez-vous, il y a de quoi faire de l'analyse en PACA. Mais vous voyez donc la carte sur l'accès à l'analyse de drogue. Et donc les points de collecte sont tout établissement qui est en accord avec nos valeurs. Il n'y a pas que des XAPA et des CARUD, il y a un cabinet d'infirmiers libéral qui fait de la collecte. Il y a des hôpitaux. Ils ont accès à la base de données du réseau. Donc ils vont pouvoir recevoir leurs résultats dans le réseau. Ils ont aussi accès à toutes les données de la région, puisque pour rendre des analyses, c'est aussi utile de savoir qu'est-ce qui circule dans la région pour pouvoir informer. Ils peuvent se faire former à l'entretien de collecte et au rendu de résultats. Donc c'est les points de collecte. Ensuite, il y a des membres du réseau, ils sont donc des associations qui peuvent porter un ou plusieurs des établissements et qui ont décidé de s'engager au-delà de collecter, qui veulent juste participer à la vie du réseau, donc au groupe de travail, peuvent être membres du COPIL si elles veulent, proposer des idées. Voilà, donc on peut faire l'analyse sans être membre, et si on veut, on peut être membre. Donc ça permet de bénéficier d'un appui quand on veut faire un projet, voter au comité de pilotage, se faire élire, etc. Alors la question que vous allez peut-être poser, c'est pourquoi se mettre en réseau? Parce que ça a l'air très compliqué et il y a beaucoup de travail et on n'a pas forcément le temps. Alors il y a plusieurs intérêts. Donc une base de données commune, donc ça simplifie les choses pour accéder aux résultats. Aujourd'hui, on a 8950 échantillons sur la base depuis le 1er avril 2024. Donc ça permet aussi, si on veut faire des statistiques, si on veut échanger avec les collègues, se comparer, ça peut être utile. Avoir accès au laboratoire d'appui pour un accompagnement et une veille critique sur les outils d'analyse de drogue, j'en parlais. Être en lien avec des laboratoires régionaux quand on est structure de collecte, et se rendre visible et avoir des infos grâce à analysetonprod.fr. Donc la donnée, donc on a 519 collecteurs, ils ont chacun un compte personnel et lesquels ils peuvent rentrer les informations qu'ils récoltent quand ils récoltent un échantillon auprès d'un usager du service. Et ensuite, ils ont accès aux résultats directement via le laboratoire sans avoir à s'appeler, sans envoyer des mails. Ils ont accès à des graphiques comme celui-là, par exemple, sur les produits collectés, ce qu'on retrouve le plus, les résultats, et des ressources pour communiquer, des flyers, des affiches. On a aussi fait des roules à paille, ou d'avoir des informations sur l'entretien de collecte et de rendu. Donc la donnée, elle permet d'avoir une cohérence des données et de pouvoir les exploiter
d'améliorer le service. Donc voilà, l'idée de pouvoir savoir, par exemple, quand on demande à la personne dans quel contexte voulez-vous consommer, si la personne, on peut faire tout l'échantillon, la personne répond chemsex, et de voir les substances consommées, du coup de pouvoir accompagner des chemsexeurs qui ont besoin d'infos sur les substances. Participer à la veille sanitaire, donc ça par exemple, on s'occupe pour tous les membres du réseau de faire l'envoi au réseau TEDI, on s'occupe pour tout le monde s'ils le veulent de faire le lien avec l'OFDT, et donc de suivre les produits sur le territoire. Donc on peut voir sur la base le passage qui a eu de la 3MM, enfin que la 3MMC vendue comme 3MMC était devenue 2MMC. On peut voir récemment sur la base qu'on a de plus en plus de la NEP qui est analysée. On a pu voir l'apparition très rare, mais à noter quand même, de nitazen, la pureté de l'héroïne qui fait des yo-yo. Tout ça, on peut le voir sur la base. Et même si notre structure ne collecte pas ou collecte trop peu pour avoir des résultats significatifs, on peut voir ce qui se passe au niveau global. Le rôle du laboratoire d'appui, alors il a un principal, c'est de pouvoir analyser les échantillons collectés dans des régions qui n'ont pas de laboratoire. Malheureusement, le cadre qui est très fragile fait qu'on manque grandement de cohérence entre les agences de réseau de santé. Et donc certaines régions sont très très bien dotées. C'est le cas de la Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de structures qui sont dotées. Certaines régions ne sont pas du tout dotées. C'est le cas par exemple de la Normandie, du Pays de la Loire. Les Hauts-de-France sont dotés mais très peu. Et donc, mais du coup, ça permet, le laboratoire d'appui permet à des structures de collecte dans ces régions d'envoyer leurs échantillons à Paris et de faire la collecte. Il fait la veille scientifique sur les outils analytiques. Par exemple, il a évalué le NIRLab. Sa capacité, en tout cas, pour le NIRLab, d'être un outil de RDR. Spoiler, ça c'est pas très concluant sur la capacité du NIRLab à être un outil de RDR. C'est un très bon outil de douane, mais au niveau de RDR, c'est plus compliqué. Ils sont en train de faire sur le FTIR, enfin sur le FTIR ou infrarouge, là pas tant sur en tant qu'outil de RDR, mais quel est le type de résultat qu'on peut donner avec une confiance complète. En tout cas, il participe au travail qui est fait par plein d'associations sur le sujet. Il va accompagner les régions et il accompagne les laboratoires à leur création. Donc j'ai parlé du réseau OT, mais aussi donc à La Réunion, de Check Lab dans le Grand Est, du CUID à Bordeaux, où ces 3 associations ont installé des HPLC dans leur territoire. Et donc ils ont envoyé le chimiste qui s'occupe de la question pour les aider à calibrer, partager les méthodes, partager tous les protocoles, même la configuration du labo dans la pièce. Donc, qui fait ce rôle-là. Au niveau régional, donc dans 9 régions, il y a des laboratoires régionaux. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est le laboratoire du CUID qui font les analyses pour leur structure dans leur région. Et donc là, ils vont aider. En Nouvelle-Aquitaine, Morane, qui est la chimiste, reçoit régulièrement des appels des collecteurs pour les aider à interpréter un résultat. Ils animent le réseau, ils vont organiser des formations, parfois des journées régionales, et ils vont donc faire de la formation ou de l'accompagnement. Morane encore, puisqu'on est en Nouvelle-Aquitaine, accompagne beaucoup de structures qui ont des infrarouges pour les aider à utiliser la machine. Et donc, analyse ton prod. J'ai 2 minutes. Ouais. Analyse ton prod, donc le site, je vous laisserai y aller, mais vous avez en gros des articles, de l'actu, des fiches produits, des infos sur toute l'analyse et surtout une carte qui permet de repérer si vous êtes à la recherche d'un endroit où faire analyser vos drogues, l'endroit le plus proche de chez vous, la technique qu'ils utilisent. Si vous, par exemple, vous ne voulez faire analyser qu'avec de l'HPLC, ça s'entend, et donc vous pouvez voir où est la structure qui collecte avec un labo HPLC la plus proche de chez vous. Ou si vous voulez faire que de l'infrarouge, c'est pareil. Si vous voulez faire que de la CCM, c'est pareil. Récemment, et j'allais très vite sur le récemment, donc l'analyse à distance, mais j'en parle, mais ce serait plutôt à psychoactifs et psychonautes d'en parler. Mais en gros, c'est l'analyse organisée via les forums psychoactifs et psychonautes, via aussi le réseau de RDR à distance. Les personnes envoient directement l'échantillon par la poste, remplissent un questionnaire sur les forums. Le résultat est publié directement sur les forums, avec, si les personnes le veulent, un entretien de rendu résultat. Si elles ne le veulent pas, elles vont sur les forums. Et ensuite, on peut commenter les résultats des autres. Si on a envie, ça crée une discussion sur les résultats d'analyse. Et donc, le réseau ATP, ça a permis d'encadrer le dispositif. Si vous l'avez déjà vu ou déjà utilisé, il y a une petite lettre
à destination des forces de l'ordre si jamais elles tombaient sur le courrier expliquant le cadre de l'analyse de drogue et un contact en cas de question. Et la mise en lien entre la distance et en structure, notamment pour informer sur les produits qui circulent. Au niveau international, donc ATP est membre de TEDI, donc on est très fiers de ça. On est aussi très fiers d'avoir été sur le deuxième semestre 2024 le premier pourvoyeur de données au réseau TEDI dans le réseau. On est aussi investi dans l'espace francophone. Depuis 2 ans, on organise tous les ans une ou 2 fois par an une réunion sur un sujet. Alors, ça a été une fois la veille sanitaire, ça a été une autre fois l'analyse, les demandes d'analyse par des tiers, que ce soit les parents, les amis, quelqu'un d'autre, comment on les gère, avec nos collègues de Belgique, Québec, Luxembourg, France et Suisse. Donc, plus précisément, l'IDQ, Première Ligne, Modus Vivendi et Formation qui gère le projet Pipapo. Et donc les journées ATP, donc ce séminaire annuel qu'on organise chaque année pour poser un peu les questions qui agitent l'analyse de drogue chaque année. Et donc là, les questions de cette année, c'était quelle est la place de l'analyse de drogue RDR dans la veille sanitaire, comment conjuguer la RDR et les enjeux juridiques, notamment sur le transport de formes sèches, sur plein de questions, l'accès des mineurs à la réduction des risques à l'analyse de drogue, comment toucher de nouveaux publics, le sens d'analyse dans cette guerre à la drogue et jusqu'où va l'analyse de substance, puisque la question qui s'est posée et qui est une réflexion, c'est l'analyse de produits se limite-t-elle aux drogues ou non, parce que de plus en plus, il y a des demandes de personnes qui veulent faire analyser par exemple des hormones, et donc ça a été l'occasion d'en parler et de pouvoir se poser pour parler du sujet sur est-ce qu'on peut le faire techniquement, comment on le fait, est-ce que c'est le même accueil, c'est les mêmes conditions. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui se posent lors des webinaires. Sarah. Sur les nitazones, où, quand et combien de décès Où des nitazènes, donc il y en a eu à La Réunion, oui. Il y en a eu à Mayotte, oui. Il y en a eu en Île-de-France, dans le Mantes-la-Jolie, je ne sais pas où c'est exactement, 78. Tu es sûr que c'était des nitazènes? Oui. Oui. Non, c'est des nitazènes. Il y a eu quelqu'un qui a consommé un nitazène dans les Yvelines. Ça a été analysé par synthèse. Sans décès? Sans décès parce qu'il a été pris en charge très rapidement avec de la naloxone. Ok, merci. Et j'avais une deuxième question, mais je ne veux pas monopoliser le micro. Comment? Avec décès? Mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui le fassent? C'est plus faux. Ah oui, mais comment c'est possible de consommer des nitazènes sans avoir une surdose quasi immédiate? Alors, il peut y avoir surdose et quelqu'un avec... ce qui s'est passé en tout cas dans le galette, surdose et quelqu'un avec de la naloxone qui a appelé les urgences rapidement. Et j'avais une deuxième question. Oui, beaucoup de naloxone. 4 doses, je crois. Ouais. Mais appel des urgences, c'est ce qui est passé, appel des urgences directement. Ok. La deuxième question. C'est plus sur l'organisation de l'analyse de drogue. Alors, je crois comprendre qu'il peut y avoir des rapports concurrentiels. Question sur les HPLC. Pourquoi les structures n'échangent pas leurs repères pour qu'on ait tous les mêmes capacités d'analyse, par exemple sur le LSD ou des choses comme ça? Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est envisageable ou pas? Oui, ça se fait. Par exemple, si on prend entre Bordeaux, je sais qu'entre Bordeaux et Paris, il y a beaucoup d'échanges de tout ce qui est technique, les techniques d'analyse des cannabinoïdes. Entre Paris et Metz aussi, il y a eu beaucoup d'échanges sur les cannabinoïdes. Le réseau ne force personne à faire quoi que ce soit, donc c'est plus pour créer un cadre s'il y a des besoins, pour des conventions. En tout cas, ça se fait au bon vouloir des structures. Merci.
Autre question? Victor, non, tu avais levé la main. Fabrice, peut-être? Non. Je blague. Est-ce que c'est une question, ça? Quelqu'un qui n'a pas posé de question encore? Quels sont vos liens avec les CEIPA et le réseau classique d'alerte sur les produits? Alors sur le réseau d'alerte classique, donc, je vais d'ailleurs dire là on est les plus proches pour l'instant, c'est avec l'OFDT et Système Synthèse, où il y a une convention de partage de données, donc, qui permet à Synthèse d'avoir accès à plus d'informations sur les substances en circulation, et en échange, en tout cas, et de l'autre côté de Synthèse, il y a un accompagnement, une expertise qui peut être apportée. Avec les CEIPA, il y a aussi une coopération, je pense par exemple en Occitanie, où il y a beaucoup de travail avec le CEIPA de Montpellier, la structure locale. Aussi, par exemple, je pense aux Hauts-de-France, où le CEIPA de Lille a accompagné Spiritech dans la prise en charge, dans la prise en main de l'infrarouge. Donc, il y a des partenariats locaux. C'est vraiment voilà, il n'y a pas de cadre général où on va dire vous allez faire cette convention-là spécifique avec votre CEIPA. C'est dans chaque région, ils voient s'il y a un besoin ou pas et le mettent en place. Et puis, de toute façon, de manière générale, pour le coup, c'est assez clair. Il y a des envois synthèse qui sont faits régulièrement. Quand une substance est inconnue, elle est transmise à Synthèse. Quand il y a une substance très surveillée, quand un éthazène par exemple, c'est transmis à Synthèse. Donc il y a le cadre de la loi finalement qui fait ce lien. Mais voilà, en tout cas il y a un lien et un partage d'informations en général. Bertrand? D'une certaine manière, ma question n'a plus de... Enfin, la question a été posée. Oui, je me demandais effectivement ce que... Je ne sais plus qui dirigeait l'OFDT à l'époque, mais je me demandais quel était aujourd'hui le rôle de Synthèse et de Trend dans toute cette affaire. Ouais. Alors, Trend déjà... dans les droits, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des produits et qu'on donne les résultats, mais on ne fait pas d'enquête sur pourquoi on consomme, qui consomme. Donc, Trend, c'est un travail de sociologie, d'études. Donc, c'est pas vraiment. L'analyse peut y participer avec l'information des produits, mais c'est pas forcément le cœur du métier de l'analyse. Et avec Synthèse, il y a des capacités d'analyse qui sont bien supérieures à ce qu'on peut faire. Il y a des produits, parfois on ne trouve pas ce que c'est, on le voit à Synthèse. Il y a aussi ce travail de veille sanitaire avec une puissance de frappe, en tout cas en termes de capacité à envoyer des messages, à mobiliser les ARS, à mobiliser la lithovigilance, qui est plus forte que celle que peuvent avoir les associations de RDR. Donc voilà, c'est complémentaire. Par exemple, Synthèse ne pourra jamais absorber l'ensemble de l'analyse RDR. On parle de 6 000, 7 000 échantillons par an. Synthèse, c'est plus 600, 700. Et la RDR, le côté, n'ont pas vocation à avoir des labos de toxicologie dans des locales de 10 mètres carrés. Donc c'est assez complémentaire sur ce que chacun peut faire. Les motifs d'analyse pour Synthèse sont très spécifiques et sont beaucoup plus restreints que les motifs d'analyse en labo dans des assauts de RDR. Synthèse, il faut qu'il y ait eu des effets indésirables bénins ou graves ou qu'on considère que le produit soit rare. C'est-à-dire qu'une coke qui fait l'effet d'une coke, on ne va pas l'envoyer à Synthèse. Donc on ne peut pas analyser tout et n'importe quoi et les délais sont beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'on est sur 2 à 3 mois d'attente pour les résultats Synthèse. Alors, je crois que ça met un terme à cette présentation. Merci à Sacha. On peut l'applaudir. Alors maintenant, ça va être Victor Martin qui donc Victor va nous parler des effets de la politique de prohibition sur le marché des catinones. Le cas de la 3-MMC. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Il me semble. Donc du coup, bonjour et merci. On va charger le... Donc nous, notre but au niveau du Drug Lab, c'est de faire du prosélytisme, d'inciter à l'usage de drogue, tout ça. Non, j'essaie d'avoir de votre attention juste, on est réveillé, c'est bon.
On fait pas ça, non, désolé. Donc moi je vais essayer de vous présenter pas trop des rapports d'activité ni le dispositif parce que vous trouverez, je pense, suffisamment d'informations sur internet là-dessus si vous le désirez. Je suis désolé, mon slide est un peu moche parce que ce matin c'était un peu pas simple. Par ailleurs, donc une application pratique de à quoi ça peut servir de faire de l'analyse de drogue et de la RDR, sortir de l'individualité de la personne vers observer des tendances sur le marché. Il y a un cas sympa là, enfin sympa. Non, pas sympa. Un cas intéressant, qui peut être assez illustratif de situation de dispositifs légaux plus ou moins heureux sur le marché des drogues et potentiellement sur les usagers. En Hollande, il y a eu le ban de la 3-MMC, 3-méthylméthcatinone, qui avait remplacé la 4-MMC, qui avait elle-même remplacé à un moment la MDMA en Angleterre suite à la crise du Safrole, avant qu'ils changent de précurseur. Je vous passe un peu cette partie historique qui n'est pas forcément très actuelle, mais c'était pour avoir un petit retour à l'origine de où on était. Donc, la substitution par la 3-MMC s'était faite plus tardivement, et du coup l'essor du marché de drogue de synthèse, depuis l'arrivée de la méphédrone 4-MMC en Angleterre, s'est fait assez rapidement. Donc en juillet 2024, il y a eu un ban de la 3-MMC en Hollande, qui était le fournisseur principal au niveau de shop via le Clearweb notamment, et qui avait de très gros laboratoires, etc. etc. Donc raréfaction de la 3-MMC sur le marché, c'était une conséquence immédiate. Puis il y a eu des vagues de substitution différentes. Donc substitution, ça veut dire que en gros, les gens ils te disaient c'est de la 3-MMC, et puis après ça pouvait être plein d'autres trucs. Notamment, celle qui était un peu plus embêtante, c'était les 3-CMC. Donc là, je vais avancer un petit peu. Bon, ça... Non. Excusez-moi, j'ai un petit problème d'ordre de slide, je crois. Où sont mes passés ? Donc voilà, ouais. Pour faire le rétrospectif sur les résultats qu'on a eu, donc en 2021, on avait 77% des produits amenés comme étant de la 3-MMC qui en contenaient. Des fois autre chose, mais le plus souvent uniquement. 2022, plus que 33% des échantillons amenés pour la 3-MMC sont effectivement de la 3-MMC, et 45% sont de la 3-CMC. Le C de CMC, c'est du chlore, donc c'est vachement plus corrosif. Pour le système veineux, pour les narines, ça a des effets plus crades, ça tape plus sur le corps, c'est plus neurotoxique, donc déjà que c'est peut-être pas forcément des produits très safe sur lesquels on a peu de recul. Celui-là a l'air bien plus dangereux et moins sympa, on va dire, que la 3-MMC qui était le produit de base recherché, quoi. Et on avait une période où il y avait pas mal notamment d'injecteurs qui avaient des énormes rash cutanées très forts, et qui avait des nécroses aussi sur des veines au niveau du système veineux superficiel, genre au bout de période d'injection assez minable, quoi. Genre une partouze de 5 jours, j'ai une veine, elle est morte, quoi. Donc, les cas de... c'était vraiment plus corrosif que des produits déjà bien corrosifs. 2023, on n'a plus que 20% d'échantillons qui contiennent de la 3-MMC. Donc, c'est embêtant. On voyait bien qu'on a du coup un dispositif, un ban, on a une conséquence en chaîne avec des vagues de substitution qui sont organisées. Donc là, vous avez un peu le détail des datas, mais on le voit mieux là-dessus avec ces petits donuts. On va dire ça comme ça. Vous voyez les proportions. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que ça bouge beaucoup et que le produit qui est censé être celui vendu sous son nom c'est le moins présent quasiment. Ok, donc semestre 1 2024, on a la NEP qui commence à arriver doucement, NEP, qui était, elle, bien... fin 2023 et début 2024, la NEP, elle était bien plus crasseuse. C'est un stimulant qui est... en fait, dans les catinones, il y en a qui sont plus empathogènes, qui sont dopaminergiques et sérotoninergiques, un peu plus équilibrés, un peu à l'instar de la MDMA. Et il y en a qui sont plus des stimulants purs. C'est pas vraiment c'est le mot consacré, mais genre qui vont être beaucoup plus du coup dopaminergiques, qui vont être beaucoup plus type méthamphétamine par exemple. Du coup, avec des montées et des rushs très forts, aussi des deltas de dosage entre de la 3-MMC, de la NEP, entre certaines alpha, PVP et autres, genre d'autres catinones qu'on a retrouvé de façon plus mineure. C'est vraiment, on peut être sur un écart de 1 à 5 sur une dose individuelle. Donc là, les risques, je vous laisse imaginer, non seulement on n'a pas l'effet,
Potentiellement, c'est le bingo aussi sur le dosage. Et puis, en gros, nous, ce que nous rapportaient les usagers qui ont eu de la NEP à la place de 3-MMC, c'est là, ça fait 2 jours que j'ai envie de crever. C'est quand que ça s'arrête, quoi. Genre, s'il vous plaît, quand est-ce que ça va s'arrêter chez des usagers qui étaient quand même un peu habitués à des niveaux de conso assez élevés, quoi. Hein, donc, pas des gens qui sont pas habitués à faire des grosses redescentes. Hein. Vous imaginez bien, quoi, une population de chemsexers fait des sex parties de 3 jours. Si la personne qui, d'en masse, se met à dire la NEP, c'est vraiment chaud pour nous, alors qu'ils ont quand même l'habitude que ça soit chaud de base, c'est que ça va être un peu... Enfin, voilà, ce produit-là est bien plus problématique. Donc ça s'est calmé un petit peu au niveau de la NEP en 2024, et on a eu une restabilisation de la 2-MMC, qui est pour le coup un bien meilleur substitut à 3-MMC, et il est à peu près potent pareil, pas beaucoup plus fort, pas beaucoup moins fort, donc on peut le doser pareil, environ. Il est relativement pareil en termes de profil d'effet, en termes de durée d'effet. Les gens, ils trouvent un substitut plutôt qualitatif. Il y en a même qui préfèrent que la 3. Ça dépend des personnes, hein, ça dépend des contextes de consommation aussi et des goûts de chacun. Mais en tout cas, semblait que c'était un substitut satisfaisant du point de vue des usagers de drogue. Et là, du coup, on a une deuxième vague de vannes, 1er juillet 2024, qui concerne cette fois-ci toutes les catinones. Donc là, ça a lieu en juillet 2025. Je remercie chaleureusement ma collègue Alma qui ce matin m'a envoyé les dernières datas à jour au 27 octobre, 23 octobre. Pour le semestre 2, du coup, les datas, ça va être 23 octobre. Et du coup, on voit, vous voyez, la NEP, là, elle revient. Donc voilà, il y a eu un nouveau ban en Hollande, une nouvelle instabilisation du marché. Ça va être la foire pendant quelques temps. Voilà, donc l'intérêt de ce truc-là, c'était pour à la fois en fait, de ne pas parler d'analyse de drogue parce qu'on en a assez parlé, aussi de pouvoir parler un peu de politique des drogues et d'impact potentiellement d'un dispositif législatif qui paraît un peu assez cohérent. Hein, tiens, augmentation des décès, surdose, chemsex, panique morale à tous les étages et tout machin. Allez, ban 3-MMC. Et multiplication des accidents, des décès, prolifération des substances. Au lieu d'avoir que de la 3-MMC, on a 12 substances vendues pour la 3-MMC et certaines qui sont quand même assez éloignées au final, quoi. Donc c'est embêtant. Enfin, et du coup, nous, on travaille quand même sur un truc où, dire, genre là, par exemple, juillet, le ban il a été annoncé. On est là avec les collègues, on est en mode... alors, on s'est équipé, on a monté un réseau pour pouvoir être plus fiable, plus vite, parce que, en fait, quand il y a de nouveaux produits qui apparaissent, les HPLC, il faut leur apprendre à reconnaître le produit qu'on leur donne à manger. En gros, hein, pour faire simple, ce produit-là, il faut l'acheter. C'est un standard stupéfiant, c'est géré par des labos pharmaceutiques. Genre, on peut se retrouver avec des trucs genre le 0,01 de cocaïne à 800 balles ou 900 balles parce que c'est qualifié 99,9, tampon, etc. Et sur la 3-MMC, ça pourrait être 1005. Et sur un produit qui vient de sortir hier, qu'il n'y a qu'un labo qui le fait, 2500 balles. Et en plus, celui qui vient de sortir le shop, le labo, peut-être ils l'auront, mais dans 1 an ou 2. Donc, ça ne marche pas. Donc, on est embêté. Et du coup, par rapport à ça, on s'est dit, en fait, on va devoir créer nos standards stupéfiants nous-mêmes. Et se passer de ces laboratoires, parce que ça va pas marcher, c'est pas réactif, ça coûte une blinde. Sinon, on doit attendre que ça stabilise. On avait passé une partie de 2023-2024 à se dire, ah tiens, est-ce qu'on prend la 2MC? Ah non, ça change. Est-ce qu'on achète celui-là? Ah non, ça change. Vous voyez, ce genre d'arbitrage, quoi. Hein. Je suis là, j'ai 3000 balles par an pour acheter des standards. Lequel j'achète? La substance, elle n'est pas stable. Quel intérêt? Le standard me sert à quantifier en fait. Hein. La qualification, je peux la faire. Il me sert juste à quantifier. Donc, quel intérêt de la quantification sur ce produit-là? Est-ce qu'il va fixer? Du coup, ça nous mettait dans des lenteurs assez folles. Et donc, on a arrêté de faire ça. On a fait un partenariat avec une plateforme résonance magnétique nucléaire, qui est la technique ultime un peu en termes d'analyse. Ça pèse les atomes, plus ou moins. Et donc là, on sait tout ce qu'il y a dedans. Tout, même ce qu'on ne veut pas savoir, enfin ce qu'on ne cherche pas. Contrairement à la HPLC, où on trouve ce qu'on cherche à identifier. Et donc, ça nous permet d'avoir un taux de pureté qui est équivalent à celui qui peut être siglé par les laboratoires qui nous donnent des standards stupéfiants. Donc là, pour moyennant 80 € pour une session de 3 heures, on se retrouve avec autant de standards, enfin 4 ou 5 standards stupéfiants sur des produits très récents, que ça se trouve, ils ne sont même pas dans les labos, ça se trouve, on les a vus une seule fois. Donc ça nous soulage un petit peu parce qu'on se dit qu'on est mieux armé face à ce ban dont on commence péniblement à mesurer les conséquences. Les dernières semaines, hein, le Trans-European Drug Information Project dont Mireia va parler tout à l'heure,
dont nous faisons aussi partie, a envoyé une petite news là. Enfin, c'est encore des signaux faibles, hein, mais tous les partenaires voient la NEP ressurgir sur pas des grosses quantités d'échantillons, mais il y en a quand même. Et voilà, il y a eu les collègues, j'ai vu d'ATP qui avaient fait une communication sur des chiffres aussi en la matière. Bon, voilà, il va falloir s'attendre à ça, quoi. Donc, pour les populations concernées, hein, particulièrement vulnérables, je pense aux communautés LGBTQIA+, et en particulier au chemsex, encore plus aux injecteurs, il va y avoir des très gros risques à ne pas faire analyser ça 3M. C'est clairement déjà qu'il y en avait beaucoup. Là, on est dans une période où, de nouveau, vous voyez, le premier semestre 2025, c'était sympa. On n'était pas trop mal. Deuxième semestre, ça commence à sentir un peu mauvais, quoi. Et la crainte, c'est qu'on se retrouve avec le machin de... Voilà, avec 5-6 produits majoritaires, quoi. Et des produits qui ne sont pas forcément les mêmes, avec des dérivés chlorés, avec des trucs qui sont beaucoup plus dopaminergiques, des choses qui ne se dosent pas pareil. Et bien sûr, il y a des nouvelles molécules qui apparaissent au passage, hein, parce que qui dit ban, crédit nouvelle génération, je ne sais même plus combien on a eu cette année, je crois plus de 800 nouvelles substances détectées cette année. Hein. Chaque année, c'est plus que l'année précédente. Hein. Je crois qu'on était à 600 l'année précédente, c'est exponentiel, c'est complètement dingue. Heureusement, la plupart ne fixent pas sur le marché. Conséquences pour les usagers, on en a parlé, hein, donc tous les XCMC, donc les chlorés, plus dangereuses, mal documentées. Augmentation des effets secondaires sévères, il y a eu pas mal d'accidentologie, ça. Hein. Enfin, nous, on bosse aussi avec le CUIP, avec Trend Synthèse, avec le laboratoire de toxicologie et pharmacocinétique de la Timone, avec notre réseau de 30 structures partenaires collectrices réparties en PACA Corse, avec nos collègues à distance, psychonautes psychoactifs, avec qui on est en train de faire une convention sur le LSD en quantitatif, mais ils ne sont plus là. Et sur les produits rares, éventuellement, avec la SPF aussi, on fait ça. Avant, on avait ça avec la NFH. Donc on a quand même pas mal d'échantillons qui rentrent et ça nous permet quand même d'avoir une vue un peu sur les évolutions, en particulier avec certains partenaires communautaires qui ont quand même des psychonautes qui vont faire les cobayes pour la communauté et nous aider à savoir qu'est-ce que font ces nouveaux produits qu'on ne connaît pas et qu'on nous a vendus sur ce site-là. Parce qu'en ce moment, moi j'essaie de faire de la veille sur comment ça se stabilise sur le clear web. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles appellations tous les 2 jours et qu'elles ne sont pas stables et on ne sait même pas si ça correspond à des vraies molécules, c'est juste du naming ou du branding, quoi, genre. Donc ça se complexifie le marché. Donc voilà, vous avez compris, hein, mon propos, c'est de dire que la prohibition, ça ne marche pas trop bien. Bon, c'était pas une surprise, mais du coup, ça fait aussi un peu une étude de cas de à quoi ça peut servir un dispositif d'analyse en dehors de cet entretien avec une personne où il peut se passer 1000 trucs. En fait, on a aussi une approche communautaire. Il y a plein de gens. Il y a plein de relais communautaires. On analyse des produits, en fait, quand il y a des besoins communautaires. Là, on a une substance qui est consommée par des personnes qui la recherchent, en fait, qui ne vont pas aller en chercher une autre à la place. Ils ne veulent pas autre chose. Donc, en fait, ils vont être exposés à divers substituts, dont certains qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Donc, il faut qu'ils aient accès à l'analyse. Ou alors, il faut qu'on arrête d'interdire les drogues, ou alors, il faut qu'on les légalise. À voir. Hein. Mais en tout cas... pour l'instant, à part de passer de 800 à 1500 nouveaux produits l'an prochain et devoir nous courir à nous fatiguer à faire des partenariats et dépenser de l'argent public pour donner à des labos privés qui fabriquent des standards stupéfiants, vous avez compris, c'est pas très cohérent de mon point de vue. Et ma parole engage moi et mon association en la matière. Des recommandations pour une meilleure régulation, du coup, parce que voilà, finir un truc sur l'analyse de drogue, il faut faire une recommandation sur la régulation. Donc ça serait cool d'avoir des nouvelles stratégies de réduction des risques par rapport à ça. Ah, désolé, j'ai fait disparaître quelque chose. Je comprends. Hein. Ah ouais, Edge. Ok. Du coup, d'avoir une surveillance et une régulation proactive des nouvelles substances. Donc, moi, comme je disais, je cherche. Il faut faire tous les sites, il faut voir tous les noms, il faut voir qu'est-ce qui change, quelle semaine, est-ce qu'il y a des promos. Ils ont fait ça aussi avant le ban. Allez, moins 10% cette semaine, bientôt il n'y en aura plus. Moins 30% la semaine d'après. Enfin, c'est un peu poussif comme approche. Donc, ce serait intéressant de bien surveiller ces plateformes-là, de voir ce qui évolue, de pouvoir éventuellement voir s'il y a des substances qui fixent. Vite, s'il y en a qui fixent un peu, les envoyer en RMN. En faire des standards stupéfiants, que je fasse des sessions de calibration, enfin que mes collègues fassent des sessions de calibration parce que moi je ne les fais pas, et qu'on puisse quantifier ces nouveaux produits qui viennent d'apparaître il y a 3 semaines, dans un mois et pas dans 2 ans quand il n'y en aura plus. Voilà, ça c'est pas mal. Donc nouveau ban en juillet 2025, on va le mesurer dans les prochains temps. Les politiques répressives ne suffisent pas à endiguer l'apparition de nouvelles substances, sans blague, et doivent être accompagnées de mesures de réduction des risques.
Voilà, donc c'était mon propos du jour. Et merci de votre attention, pour votre attention. Alors, ce propos qui engageait ton propos est celui du bus 3132, c'est ça? Ouais, 3132. 3132. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, OK. Des questions? Oui. Il faut filer le micro. Ah ouais. Merci. Je croyais que j'allais me lever, je me suis même pas levé. Ah ouais, j'avais besoin de faire les slides. Salut. Moi, je me demandais si vous aviez un petit peu une vue en termes de stratégie de réduction des risques mis en place par les personnes qui, du coup, se retrouvent à ne plus avoir accès à la 3MMC. Et tu as présenté quelques impacts et tout du fait du ban. Mais du coup, est-ce que les gens que, par exemple, s'adressent au bus parlent en fait de stratégies de réduction des risques qu'ils mettraient en place pour contrer les effets du ban? Du coup, là-dessus, comment dire ça? Genre, il y a deux choses. Une première, c'est que du coup, on a un dispositif quand même assez communautaire, on a des accueils publics, il y a plusieurs personnes dessus. Il y a 3MMC, il n'y a pas 10 000 fournisseurs. En tout cas, sur des personnes qui viennent de labos clandestins, sur du marché street drug ou livraison à Marseille, il n'y en a pas 100 000. Ensuite, pour ce qui vient du clear web, c'est pareil, il y en a pas, il y a des dizaines de sites, mais ça vient tout quasiment de Caïman Chems, qui est la grosse base, et d'un autre Lizard Chems, enfin deux grosses boîtes qui déversent sur 1 million de shops leurs produits. Donc c'est quand même assez facile de se dire, vous voyez comment ça se passe, hein, les copains, on commande 50 grammes de 3MMC parce que là, ça passe à moins 10% du prix que si j'en commande 3 grammes. On se la répartit parce que sinon, ça va être carnage. Et là, on teste un batch une fois et tout le monde est content. Et puis, on espère que la prochaine fois qu'on se fait livrer, on refait tester le batch. Et en fait, franchement, vu ce qui s'est passé les années précédentes, comme j'ai illustré sur les donuts, là, les gens, ils ont bien compris qu'il fallait faire analyser. Hein, parce que quand tu as pris une fois de la NEP à la place de la 3, en fait, tu retournes faire analyser à chaque fois après. Hein, tu hésites à faire, tiens, je vais jouer à la roulette russe, il n'y en a que 1 sur 5 en ce moment, ça va être ce que je cherche. C'est un peu compliqué, quoi. Je lève la main, mais j'ai le micro, du coup, je me permets. Moi, c'est une question peut-être un peu vintage, du coup, mais au vu de la technicisation de l'analyse de drogue, ça peut paraître peut-être décalé, ma question. Et en même temps, si j'ai bien compris les analyses, vraisemblablement, on n'est pas sur des produits qui sont coupés. On a soit de la NEP avec de la NEP, on a soit de la 3 avec de la 3. Ouais. Grosso merdo. Globalement, et du coup, juste sur précision là-dessus, globalement, les catinones et les NPS, il n'y a quasiment que le produit attendu, et qu'on a autre chose, souvent c'est on s'est trompé de pochon ou une trace de contact. Et du coup, et ma question, elle est peut-être aussi un peu pour Sacha, hein, c'est parce que je voulais te la poser aussi. En l'occurrence, on ne parle plus du tout de testing, on ne parle plus du tout d'analyse merci beaucoup. Colorimétrique. Est-ce que ça serait pas intéressant de remettre ça à l'agenda, notamment au vu de la facilité d'usage de cette technique pour les personnes? Tu dis, voilà, aujourd'hui, si tu es un consommateur de 3, il faut faire analyser. Pourquoi pas faire ça chez soi? Voilà. Est-ce que c'est à côté de la plaque? Est-ce que ça mériterait pas d'avoir un plaidoyer là-dessus? Alors, là-dessus, je sais pas si tout le monde là, la colorimétrie? Ouais, non. Alors en fait, c'est test présomptif, c'était quelque chose qu'on avait auparavant, donc ça permet de présumer de quelque chose. Donc c'est pas robuste, ça a été interdit pour les acteurs de réduction des risques d'en faire directement, c'est pas interdit pour les personnes. Nous, sur notre site, on a une rubrique où on explique que ça existe et où on envoie les gens vers des plateformes qui servent des kits, aussi des collègues sur les forums qui ont des tutos assez bien faits pour le faire. Par contre, sur différencier des MMC, des catinones, ça ne marche pas en fait. On va pas se mentir. Enfin, au bout d'un moment, on est sur une même classe de molécules. Le truc, il va être quoi? Violet clair, violet machin sur ce test-là. Enfin, on va être sur des choses où vraiment là, c'est du présomptif, mais peut-être limite, tu vas arriver à dire ah, ça c'est une catinone, tu vois. Mais c'est peut-être un peu de la MD aussi, on n'est pas trop sûr. Enfin, tu vois, c'est la colorimétrie, c'est pas une technique d'analyse fiable, hein. C'est présomptif, hein. C'est pas de l'analyse. Hein. C'est pour ça que c'est interdit d'ailleurs, je crois, hein. Même si ça avait une certaine utilité. Hein.
Et aujourd'hui, on a, je pense, des techniques plus performantes, plus légères. Hein. Moi, je pensais à des personnes qui ont des tout petits spectros portables DIY. C'est pas ce qu'on va faire tourner dans une asso, mais la colorimétrie, sur certaines applications, ça marche pas du tout. Hein. Et genre le FTIR sur les XMMC qui contiennent pas d'autres produits, avec une base de données bien nourrie, c'est plutôt assez fiable et robuste, comme l'a prouvé Ed Occitanie, je crois, si je dis pas de bêtises. Là où, par contre, tu me corrigeras si je me trompe, mais là où ça peut être pertinent, c'est dans des concepts comme le concept québécois ou nord-américain en général, où tu as l'ensemble du marché qui est inondé par du fentanyl, ou après je crois que c'est par des benzos. Mais, mais je vais en parler. Non, mais de présomptif, de vérifier est-ce que mon produit contient, oui ou non, du fentanyl. Si demain, je ne pense pas que ce soit le cas demain, on était inondé d'Itazène, là, ça pourrait avoir un sens. Je ne pense pas et j'espère pas que ce soit le cas. Mais c'est vrai que là, actuellement, de toute façon, la loi interdit aux structures, mais enfin, l'interdit aux structures de manière générale, toutes les méthodes qui ne permettent que de vérifier si la structure, enfin, je sais pas c'est quoi le terme, mais enfin, qui ne permettent que de dire bon, je cherche la 3MC, voilà. Voilà. Moi, Oui. j'ai une question très précise. Est-ce que vous avez eu, comme on a eu à Bordeaux, de la 3MMC qui se révèle être de la 4BMC, qui est une nouvelle catinone qu'on a depuis 2 mois? Ouais, je crois qu'on l'a eu celui-là, ouais. Ok. Et genre, c'est récent pour vous ou pas tant? Ouais, c'est, je sais pas, le mois dernier, je crois. Ok. Et toi, tu sais où pas, Sacha? Bah, du coup, à Bordeaux. Ah, c'est nous. Ok. 4BMC. C'est mon échantillon. Deuxième question. Un échantillon de 2CB, également appelé cocaïne rose, qui contenait pas que de l'AK, de l'AMD comme d'habitude, de l'AK, de l'AMD, du 2CB, de l'amphétamine, de la 2MMC, de la mésamphétamine. Oh, j'en mets. Ouais. Est-ce que vous, quand vous avez encore de la cocaïne rose et quand vous en avez, est-ce que c'est toujours KMD? Parce que moi, j'ai des dealers qui me disent non, mais le 2CB, ça a toujours eu du 2CB. Mais nous, on n'avait pas de 2CB. Du coup, quid? 2CB. La cocaïne rose ou tout, le 2CB. Ouais, mais il y a quoi dedans? Alors souvent, kétamine MDMA, regarde là, il y a du... On le voit, ouais. Là, il y avait du dipentylone en plus parce que celui-là, il est sympa. Alors, il y avait de la caféine. Ah, ouais. c'est de la kéta et de la MD, vous. En général, c'est ça. Hein. Après, il y a des pays où c'est un dépresseur avec un steam. C'est ce que tu as sous la main, tu le mets dedans, tu vois. Genre, tu secoues et tu mets du colorant rose parce que tu vends ça à 70 balles, quoi. Mais on avait la même chose et là, on a des échantillons avec 6 ou 7 produits différents, du coup. Mais quand même, faut avouer, là, regardez la photo, la paillette rose, là, c'est un truc assez sympa hein, visuellement, moi, je trouve. Ouais, ça marche bien. Et du côté d'ATP? Si tu me laisses 2 minutes. Pardon. Tu peux me l'envoyer par mail, après je suis pas sûre que ça intéresse. Peut-être à Fabrice. Oui, comme ça laisse le temps de chercher, parce que c'est plus une remarque qu'une question. C'était parce qu'on a dit du mal de la prohibition, mais ça serait bien aussi de dire que les pouvoirs publics ne financent pas des projets qui pourtant sont sur le terrain. Donc là, je parle pour Technoplus. Nous, on avait effectivement identifié là, dès 2021 et les premiers bans des changements dans le marché des catinones, notamment dans le milieu urbain et à Paris en spécifiquement. Et en fait, que ce soit la MILDECA ou même l'ARS, quand on a voulu faire un focus catinone en disant là, il se passe un truc, etc., juste, c'est pas financé, ou se doter en Pays de la Loire de spectro, voilà, pour faire des analyses, parce que l'avantage du spectro, c'est qu'on va avoir des banques de spectres, et donc on n'a pas le problème des standards, et on peut analyser du coup ces nouvelles molécules assez rapidement, puisqu'on peut même générer des spectres par IA sur des molécules qui sont pas encore là. Et là, pareil, il n'y a pas de réponse des pouvoirs publics, alors qu'en fait, il y a des moyens d'arriver à ça. Voilà, c'était pour le signaler. Juste là-dessus, j'espère que ça passera mieux l'an prochain, mais je pense qu'on n'est pas dans une meilleure période politique pour nous. Mais je pense que ça, de toute façon, on a envie de l'océan la petite cuillère, là, hein, donc il ne va pas se passer grand-chose de plus, quoi, hein. Et effectivement, on ne peut pas taper sur la prohibition tout le temps, mais je pense qu'on ne peut pas non plus mettre un dispositif d'analyse derrière chaque usager de drogue à chaque moment. Et que quand même, taper sur la prohibition me paraît être une solution plus efficace que de mettre 46 000 HPLC en France. Parce que ça coûte un blé fou quand même. Hein. Mais après, moi je trouve ça sympa, hein, on s'amuse bien avec, hein, mais s'il n'y avait pas de produits pour en circulation, ce serait mieux. Hein. Oui, amen.
Comme pour les séries télé, on va avoir, je vais faire une accroche, la réponse à la question de Sarah après la prochaine présentation. Donc, restez avec nous pour laisser le temps à Sacha de trouver la réponse. Prochaine présentation de Mireia Ventura de Barcelone, qui va parler de la... En fait, le titre de son intervention, de la piste de danse au tableau de bord, transformer l'expérience de terrain en système de suivi institutionnel, en espagnol, traduit par Miguel, mais ça prend le machin. C'est bon, ça marche? Est-ce que ça marche? Mireia? Hi, hola. Hola. I will need some permissions to share my screen. Puede hablar en castellano, ¿eh? Ah, vale, gracias. Nada, que necesitaba los permisos, pero ya los tengo para compartir. No puedo hablar en francés, disculpad. Pero creo que Miguel va a hacer un buen trabajo. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Vale. Yo no sé por qué no me veo, pero bueno. A ver. Ay, pero esto está mal. Disculpad. Empiezo por el principio. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se me oye? Sí. Vale. Pues nada, primero de todo daros las gracias por invitarme. La idea era un poco contaros cómo empezamos en Energy Control. Ahora ya estoy hablando de más de, creo, 28 años que montamos los servicios de análisis allí y cómo hemos podido pues transformar lo que era una experiencia de primera línea con las personas usuarias, intentando pues resolver una emergencia en aquel momento, a poder monitorizar institucionalmente todo lo que sería los servicios de análisis y los resultados. Voy haciendo algunas paradas por Miguel. Nada, primero de todo empezar por lo que es Energy Control. Supongo que más o menos os debe sonar. Si no, hay otros grupos muy parecidos. Al final son grupos que promueven la reducción de riesgos. Y lo que hacemos es dirigirnos directamente a los espacios de ocio con distintas estrategias comunicativas y principalmente con lo que es el trabajo de iguales. Eso quiere decir que formamos a personas que se sienten cómodas en los espacios de ocio y se sienten cómodas hablando de drogas, y a partir de aquí pues son estas personas las que transmiten todo el conocimiento a lo que podrían ser sus iguales que se encuentran en la fiesta. Luego también como estrategia que utilizamos son los servicios de análisis, que los servicios de análisis han cambiado mucho desde el momento en que salieron, y siempre me gusta, cuando hablo de historia, me gusta hablar del primer análisis que montamos en Energy Control. Estoy hablando de hace más de 27 años. Si os fijáis aquí, quizá alguien puede, ¿no? Si os fijáis en la cajita azul, alguien puede todavía saber qué es este logo. Esta persona que nos enseñó venía de Médicos del Mundo, y sí que para poder responder de lo que era pues la emergencia que había en aquel momento, que eran pastillas que no tenían éxtasis y que tenían una sustancia muy peligrosa llamada PMA, pues con esto François nos enseñó que con un solo reactivo podíamos ver qué pastillas llevaban éxtasis y cuáles no. A partir de aquí, los servicios de análisis han progresado mucho, han crecido mucho, se han extendido mucho, no solo a nivel de espacio que ocupan, ¿no? Que estábamos hablando solo de una pequeña mesa, y en la mesa de los folletos también teníamos los reactivos. Esto ahora no lo haríamos, pero sí que ya nos hemos profesionalizado mucho más, y esto, por ejemplo, sería, ¿no?, cómo están los servicios de análisis dentro de los grandes festivales. Pensad que estamos en España hace mucho calor,
así que también para si queremos intervenir en algunos de los festivales donde hace más calor, hay que realmente trabajar con aire acondicionado y este tipo de containers. Pero si os fijáis, tal como trabajamos en la parte pues, más del sur de Europa, no tenemos muchos ni grandes equipos para transportar, pero sí distintas técnicas unidas y un montón de voluntariado con ganas de ayudar. Entonces, al final aquí lo que hacemos es desde la identificación de las pastillas, que sería toda esta parte de aquí, hasta análisis con FTIR, luego también tenemos ultravioleta, análisis de cuantificación con ultravioleta y también tenemos una cromatografía, la cromatografía en capa fina, que puede ayudarnos a identificar cosas que se nos pueden haber quedado en técnicas anteriores. Entonces, este tipo de análisis, fijaros que son muy portátiles y pueden ponerse también directos, ¿no? Enfocados hacia el espacio de fiesta. El hecho de poder contar con distintas tecnologías y distintas maneras de funcionar han hecho que podamos implementar los servicios de análisis en diferentes contextos. In situ sería lo que os he enseñado hasta ahora, cuando vamos a una rave, cuando vamos a un festival, cuando vamos a un club, si nos dejan analizar allí. Y luego también los servicios estacionarios, que estos lo que son como se ve en esta foto de abajo, es cuando vienen las personas a nuestras sedes, cuando ya no están bajo la urgencia de consumir porque están de fiesta y cuando ya también hablamos de muchas otras cosas, aparte de la composición exacta de las drogas que llevan. Luego, recientemente, también hemos sido capaces de implementar servicios de análisis en otro tipo de contextos, como serían pues, las salas de consumo y contextos donde se realiza chemsex. De los servicios estacionarios en Barcelona, a destacar sería que son horarios de aperturas semanales, es decir, una vez por semana abrimos las puertas para que vengan las personas a analizar, pero sí que algo aprendimos desde la pandemia, que es mejor hacerlo con cita previa. Entonces, con esta cita previa siempre tenemos una primera visita, que es la consulta de 1 hora o más, con un cuestionario donde realmente lo que intentamos son abrir canales de comunicación y abrir maneras de poder hablar sobre las drogas. De hecho, estos centros de servicios estacionarios decimos que son centros de detección temprana, porque realmente cuando las personas empiezan a venir regularmente, podemos empezar a detectar cosas y sobre todo empezar a hacer procesos reflexivos con las personas que nos visitan. Y de aquí derivarles a otros centros si fuera necesario. Pero es muy importante poder abrir determinadas vivencias o determinadas inquietudes dentro de estos espacios. A nivel de evolución de número de personas, desde 2016 sí que tenemos un tope, porque también recibimos una subvención y esta es limitada. Por lo tanto, más o menos podemos atender unas 1000 personas al año. Y del tipo de sustancias que analizan, pues principalmente fijaros que son sustancias que se utilizan en ambientes recreativos clásicas. Estaríamos hablando de MDMA, que es este azul un poquito más oscuro, anfetamina en sulfato, que sería lo que es el speed, y después cocaína también en formato de sal. Luego también pues analizamos mucho LSD y ketamina, y luego también algunas otras sustancias como la 12B y luego también otras nuevas drogas. La implementación de determinadas técnicas analíticas como los infrarrojos, FTIR, han dado muchas ventajas a los servicios de análisis, principalmente porque reducimos mucho con el tiempo. Los resultados, de hecho, se pueden conseguir en menos de 5 minutos. Y además también el alcance. Es una técnica no destructiva y esto ahora os cuento un poquito más, pero en determinados contextos es muy ventajoso, ya que, por ejemplo, pues en salas de consumo donde la gente no quiere perder ni 1 miligramo de la sustancia,
es muy útil porque hasta pueden poner la sustancia ellos mismos y hasta pueden sacarla. Luego, a nivel de accesibilidad, son equipos muy accesibles, muy portátiles. Hasta tenemos uno que tiene una batería, es decir, no necesitas ni luz, que esto también cuando vas a analizar en algunas unidades móviles es muy útil. Y además también puedes semi-cuantificar los compuestos. Pero esto es como si dijéramos la parte más compleja, porque sí que estos equipos van muy bien, tienen unas librerías muy útiles, pero van muy bien cuando las sustancias son puras. Y esto es muy importante. Cuando son puras y sobre todo cuando están dentro de tus bases de datos. Si quieres identificar mezclas, que es por desgracia lo que más frecuentemente tenemos, pues con estas mezclas hay que tener unas librerías y estas librerías hay que alimentarlas continuamente. Entonces, para poder operar en primera línea con equipos de FTIR, tienen que estar vinculados a laboratorios, tienen que estar continuamente adaptados a la realidad que tenemos, porque hasta los propios excipientes o sustancias no activas que podemos encontrar pueden interferir en este tipo de resultados. Entonces, son equipos también que hay que combinarlos o mezclarlos con otras técnicas como serían las tiras reactivas para también siempre asegurarnos que no nos dejamos nada por el camino. Entonces estos equipos forman parte de técnicas y de secuencias de análisis complejas, pero para actuar en primera línea, si están bien preparados, son ideales. Como os comentaba, en uno de los sitios donde realmente los hemos implementado y donde nos hemos atrevido a operar con estos equipos son las salas de consumo. La gran ventaja que tienen, que son los resultados en tiempo real. Y cuando ya empiezan a conocerte, hasta conseguimos algo muy importante en salas de consumo, y es que analicen antes de consumir. El análisis además no es destructivo y es lo que os contaba. La propia persona puede poner la muestra y recuperar el 95%, y además tienen una alta portabilidad. Tienen una gran capacidad para detectar una gran variedad de sustancias diferentes, como os comentaba, sobre todo cuando son puras. Y lo bueno de poderlos incorporar en las propias salas de consumo es que también podemos mantener estas conversaciones con las personas usuarias aprovechando el clima de confianza que tenemos en estos servicios. Luego, otro contexto del que me gustaría hablar es uno que hemos abierto recientemente, que son los contextos chemsex. Evidentemente no podemos posicionarnos en lo que son las zonas chill propiamente dichas, pero sí en algunos clubs donde hay también uso sexualizado de sustancias y sobre todo también ir conociendo y ir presentando el recurso. Esto es lo más importante, porque al final también lo que estamos consiguiendo es que vengan a nuestras sedes y podamos empezar a hablar de usos y mezclas y cómo están gestionando el uso de sustancias. A nivel de tipo de sustancias analizadas, fijaros que ahora aquí la sustancia más analizada es la metanfetamina, que es este lila de aquí. Y luego también fijaros que ya encontramos catinonas como la 13-MC, las alfas, el TUSI, las metilcatinonas como la 3-MMC, la 4-MMC. O sea que también un poquito lo que vamos viendo es en función del contexto donde estamos realizando los análisis, el tipo de personas a las que nos dirigimos, las sustancias cambian y la manera de consumirlas también. Entonces es muy importante, pues por ejemplo, avisar con carteles muy sencillos donde aquí se explica que la metanfetamina principalmente está pura y que las catinonas principalmente están sustituidas. Es decir, que es difícil encontrar la catinona que tú estás buscando. Luego también me gustaría hablar un poco de lo que es la red TEDI. Hace más de 15 años decidimos juntarnos 6 grupos de Europa para poder empezar a compartir conocimiento, compartir alertas, compartir inquietudes. Es difícil operar con servicios de análisis y sí que es verdad que nos ayuda mucho pues, poder compartir y poder crecer conjuntamente. A lo largo de estos 15 años hemos crecido notablemente, hemos podido extender de ser 5 países a 15 y de ser 6 servicios a 28
y fijaros que más o menos estamos ubicados los servicios de análisis en la zona de, como si dijéramos, del oeste, norte, un poquito del sur, pero los servicios de análisis al final tienen mucho que ver con lo que sería pues la legislación y sobre todo el estado de las drogas, ¿no? Como más complejo sea operar con drogas, más difícil es operar con servicios de análisis. La mayoría de servicios que estamos en TEDI nos regimos dentro de lo que sería la salud pública y la monitorización. Es decir, podemos operar con sustancias ilegales a muy poca cantidad porque estamos, a través de nuestra monitorización, actuando en salud pública. Y esto es un poco el paraguas que protege y que no es regulación directamente, pero en el que nos emparamos la mayoría de servicios de análisis. En TEDI tenemos todas las versiones. Me gusta a mí también enseñar, ¿no?, cómo puede lucir un laboratorio del norte de Europa, donde ya pueden integrar grandes equipos, grandes sistemas de alertas, de escaneado, de monitoraje in situ. Pero principalmente el objetivo que tenemos en TEDI, a pesar de que tenemos muchos recursos distintos y maneras de operar distintos, es este sistema de monitoreo que os comentaba, sobre todo para poder optimizar lo que serían estrategias o programas de intervención en salud pública, prevención y reducción de daños. Además, también sirve como una alerta temprana y una herramienta para poder monitorear la evolución de los mercados de drogas en Europa. De aquí hemos hecho algunos artículos científicos, ¿no? El primero sobre cómo realmente este tipo de sistema puede monitorizar los resultados y tendencias en Europa. Luego también, por ejemplo, hicimos uno muy específico de cómo estos cannabinoides sintéticos adulteraban el cannabis. Y pudimos ver pues, cómo en función del país estaba más o menos extendida esta tendencia. Además, también es importante destacar que de todos los países que monitorizamos, hubo solo uno, que era España, que precisamente no somos país productor de cannabis y en el que este tipo de alteraciones han costado mucho más de encontrar. Tenemos otras, pero con el tema del cannabis sí que hemos estado, como si dijéramos, un poquito más protegidos al tener más disponibilidad de cannabis. Al final la gente, si tiene cannabis natural, lo prefiere siempre. Y luego también otro tipo de artículos para poder ver un poco también cómo están las pastillas en Europa, en distintos países y retrospectivas. Pero lo que más nos interesa en TEDI es poder comparar mercados y poder ver qué tendencias tenemos a lo largo de los años. Aquí un ejemplo de cómo pudimos monitorizar lo que serían dos mercados distintos de la MDMA. Fijaros que cuando ya hablamos de juntar datos europeos, ya estamos hablando de casi 20.000 muestras analizadas en el caso de la MDMA. Y principalmente cómo presentamos los datos es viendo un poco el tipo de sustancia, si está acompañada de algo, es decir, adulterada, o si está reemplazada por otra sustancia totalmente distinta. Entonces, fijaros que en el caso de la MDMA, principalmente este verde lo que representa son las muestras que solo tienen MDMA y además también la cantidad de MDMA por pastilla. Fijaros que es relativamente estable y además también es bastante homogéneo y alto. Actualmente la dosis media de una pastilla está sobre unos 180 miligramos. En el caso de la cocaína, que es el ejemplo de la derecha, fijaros que ya vemos menos color de este verde así más clarito, lo que nos indicaría que tenemos menos muestras de cocaína que solo lleven cocaína. Pero también una tendencia que estamos viendo en los últimos años y ya de antes de la pandemia es que están aumentando sustancialmente el número de muestras que solo llevan cocaína. Además, también esto parece que tiene que ver también con la disponibilidad de la cocaína que ha aumentado en los últimos años y lo que vemos también es que hay un equilibrio. Cuando hay menos adulteración, acostumbra a haber más pureza y cuando hay más disponibilidad de la sustancia, acostumbra a venir menos adulterada. Al final también son mercados, los mercados de drogas, y se rigen por equilibrios de oferta y demanda.
También una incorporación reciente que estamos haciendo es la incorporación con la ayuda, la anterior MCDA. Desde el año 2017 que estamos reportando directamente, pero también recientemente hemos participado en lo que sería el boletín estadístico. Y allí lo que podemos ver también es en función de los países, en función de la sustancia, pues cómo van las purezas y se pueden comparar a lo largo de los años. Esto nos da información muy interesante sobre cuáles son las nuevas tendencias y sobre todo dónde están los posibles riesgos para poder enfocar la prevención. Y otro de los temas que hacemos mucho en TEDI es poder desarrollar lo que serían guías técnicas, y estas guías técnicas sobre todo se rigen un poco en describir el tipo de técnicas que estamos utilizando, pero sobre todo también ahora, por ejemplo, en los últimos años, definir qué tipo de sistemas analíticos necesitamos para poder analizar en espacios tan diversos como serían salas de consumo, donde podemos encontrar nitacenos u otro tipo de sustancias, pero a la vez también pues, podemos analizar en grandes festivales o podemos analizar en otro tipo de espacios. Entonces, siempre intentamos, ¿no?, poder pues, establecer guías claras de lo que es el drug checking, qué se necesita y qué puedes conseguir en función de lo que tengas entre manos. Y luego, como conclusiones, ya para terminar, sí que me gustaría destacar el hecho de que los servicios de análisis están y deben estar siempre englobados en lo que es la salud pública, ya que facilitan el acceso a personas consumidoras que quizá sin un servicio de análisis no nos hubieran contactado, y además son herramientas muy respetadas y con un gran impacto. De manera que en el momento en que lanzas una alerta, rápidamente se difunde entre las personas consumidoras, ya que respetan y confían mucho en la información de los servicios de análisis. Además, también permiten monitorizar los mercados, entender patrones de consumo y tendencias emergentes al proporcionar la información valiosa a las personas usuarias. Estos sistemas de monitorización son distintos de otros que vemos, porque al final aquí lo que vemos es realmente que los resultados son de la persona final, de la persona usuaria final, a diferencia de lo que serían los resultados de las redadas, ¿no?, de las incautaciones policiales, donde sabes lo que hay, pero primero que esto entra en grandes cantidades en el país, por lo tanto no sabes cómo va a acabar cuando acabe en las manos de la persona que lo consumirá, pero es que además también es importante entender que con los servicios de análisis tenemos un contexto de uso. O sea, hablamos con esta persona, sabemos si la ha probado, sabemos si la ha sentado mal, sabemos si viene de alguien que no conoce o viene de ya gente que está establecida en la ciudad. Y a partir de aquí también esto pues, nos ayuda mucho a poder establecer cuáles son estas tendencias y cómo poder diseminar las alertas. Además, también para poder ser efectivos tienen que cumplir con los requisitos mínimos técnicos, tanto del análisis, pero también de reducción de daños. Es muy importante que siempre los servicios de análisis estén vinculados con la reducción de daños y que no haya uno sin el otro. Son una herramienta más de la reducción de daños. Y además también, muy importante, la confianza, ¿no? Cómo debemos abrir nuestra mente, adaptarnos al público al que nos dirigimos. Esto hemos tenido que hacer un gran esfuerzo cuando hemos cambiado salas de consumo, cuando hemos también incorporado contextos chemsex, ya que tenemos que asegurarnos que la información que proporcionemos se perciba como fiable y así poder evitar pues, problemas futuros. ¿Ya? Merci beaucoup. Gracias. Est-ce qu'on a des questions pour Mireia? Tu peux la dire en español. Muchas gracias, Mireia, por esta presentación. Y quería preguntarte un poco, en comparación al contexto francés, que conozco un poco más y mis compañeros seguramente también, ¿cómo está en España respecto a dos cosas? ¿Cuántas salas de consumo hay en el territorio español, en primer lugar? Y en segundo lugar, en Francia hay análisis de droga a distancia, que puedes mandar tu muestra del producto por carta
y si eso está en España, se tiene pensado implementarse en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, que no eres francés, ¿eh? No, no. Gracias, Julio. Creo que eres Julio, ¿verdad? Que trabajas con Perrin. Sí. Gracias, Julio, por las preguntas. Pues en relación a las salas de consumo, no tenemos las salas de consumo bien distribuidas por el territorio. Si yo te hablo de Barcelona, te digo que en Barcelona tenemos casi 50 salas de consumo, porque la mayoría están asociadas a lo que sería también hospitales, sobre todo también centros de desintoxicación. Activas, aquellas que vayamos a intervenir, hay entre 10 y 12 en todo Cataluña. Luego la otra sala está, yo creo que en tu país de origen, en Bilbao, está en el País Vasco. Pero no tenemos más salas en toda España. Es una gran lucha porque es un país muy grande. Yo supongo que en Francia pasa lo mismo. Es un país muy grande y muy extendido y con políticas locales muy distintas. Entonces, bueno, esta es la situación. No sé si respondo la primera, pero la segunda se refería, perdona, que si se puede hacer, gracias por lo de la primera, sí, el análisis a distancia. Sí. Bueno, como España es grande y nos motivamos rápido desde el principio, abrimos lo que es el correo postal, ¿no? O sea que hoy no lo he contado porque iba más a nivel de técnicas, ¿no? De cómo implementar las técnicas, pero sí que recibimos muestras por correo postal desde los inicios. Sí que como las financiaciones son autonómicas, tenemos que cobrar parte de lo que nos mandan porque no podemos entrarlo todo en la misma subvención. Pero también desde 2014 abrimos lo que sería al correo internacional. En realidad, pues actualmente puedes mandarnos muestras de todos los sitios del mundo. Pero también esto tiene un coste, porque sí que no lo hacemos pagar todo, el coste entero, pero sí una parte. Entonces también el hecho de poderlo abrir por correos, principalmente también para poder ayudar, ¿no? En lo que serían pues algunas muestras que han dado efectos secundarios o que se quieren analizar o alguien que realmente se lo toma muy en serio y es capaz de tomarse el tiempo de mandártelo por correo, esperar los resultados, pagarlo. O sea, aquí encontramos gente para todo, ¿eh? Hay gente que realmente se planifica, se toma su tiempo, paga su dinero y es posible, afortunadamente, tener un servicio de análisis en estas condiciones. Vale, muchas gracias, es que ricasco. Gracias. Gracias. On va passer directement la parole à notre invité du jour qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. C'est Jean-Sébastien, donc nous t'écoutons. Oui, donc rapidement, parce que je sais que c'est déjà tout le monde s'en va. Donc Cyril m'a demandé de donner une perspective internationale, mais ça va être plutôt américaine, parce que bon, on a déjà une perspective européenne ici. Bon, puis c'est pas tout, il y a d'autres pays. Mais rapidement, donc j'ai dit que je me présenterais, je suis prof, chercheur et militant, ça existe. La dualité fonctionne très bien, j'ai pas le temps de parler de ça, mais prof à l'école de psychoéducation à l'Université de Montréal, chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances au Centre de recherche en santé publique et dans d'autres instituts au centre. Je suis aussi le rédacteur en chef de Drogue, Santé et Société, une revue francophone accessible en ligne, interdisciplinaire et open access, donc accessible gratuitement. J'ai fondé le GRIP, une association un peu comme Technoplus, en 96-17. Et je suis aussi une personne concernée ou qui a une expérience vécue et active de consommation de drogue. Je n'ai pas le temps de parler de ça, mais j'ai fait un dévoilement. Puis je n'ai pas le temps de revenir sur les enjeux entre universalisme et communautarisme, mais on veut tous être pareils, être colorblind, et tout le monde est pareil, mais dans les faits, on ne l'est pas. Et dans l'intervalle, il ne faut pas invisibiliser. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ce n'est pas pour glorifier l'usage de drogue. On en reparlera, Bertrand, si tu veux. J'ai donc fréquenté les raves en 94 et j'ai décidé donc de fonder une organisation qui s'appelle le GRIP, que j'ai dirigé de 95 à 2010. Puis je suis devenu prof en 2005, les deux en même temps avec un bébé en 2008. Ça a été difficile. Mais le GRIP, donc,
qui veut dire groupe de recherche et d'intervention psychosociale parce que ça faisait plein de choses. Mais l'idée de départ, c'était de faire du drug checking qu'on dit ici, de la vérification de drogue qu'on dit chez nous. Le GRIP aujourd'hui fait enfin, après 20 ans, ça a pris 25 ans avant que le GRIP fasse de l'analyse, de la vérification de drogue. Mais le GRIP fait aussi de la formation, du counseling ou accueil, écoute, soutien, référence dans les milieux festifs et ailleurs. Puis fait aussi depuis quelque temps un projet Spotlight de prévention des VSS en milieu festif. Mais pour le thème du panel aujourd'hui, le drug checking, je vais parler surtout seulement de ça. Donc le GRIP utilise, distribue évidemment de l'analoxone, mais utilise les technologies ou les méthodes que sont les bandelettes de détection d'abord de fentanyl et benzo. Donc pour d'abord voir s'il y a peut-être présence de ces produits-là avec toutes les limites qu'on connaît. Et aussi utilise la colorimétrie, donc des réactifs dont on parlait plus tôt, là, de présomption, qui a beaucoup de limites, notamment est affecté par l'humidité, la température, mais ça peut compléter dans certains cas, apparemment pas pour la 3-MMC. Pas pour distinguer de différentes catinones, c'est ça. Et on utilise le FTIR, là, le Fourier Transform Infrared. Donc, c'est une spectrométrie à infrarouge avec un faisceau. C'est la technologie qui est utilisée partout au Canada en général, même si, évidemment, je parle vraiment pour pas les laboratoires, parce qu'il y a des laboratoires qui existent qui vont utiliser évidemment la chromatographie ou la spectrométrie, pardon, complète de masse, mais le GRIP dans les services mobiles et plusieurs des services qui existent. Il y a aussi Cactus, Checkpoint, il y a Spec de rue, Dopamine, l'Anonyme qui le fait aussi en mobile, l'Oasis à Laval, SABSA à Québec, Elixir dans la Montérégie, en fait plus dans les cantons de l'Est, le Bras à Ottawa, dans l'Outaouais et d'autres endroits aussi. La plupart utilisent cette technologie-là. Je sais qu'ici, il y a des débats sur les technologies, puis malheureusement, le FTIR ne permet pas de quantifier, là, c'est vraiment de détecter la présence ou l'absence de produits. On a essayé le Near Infrared, l'espèce de petite lampe de poche, mais ça a des limites. Ça fonctionne avec certains produits, mais ça nécessite absolument une connexion Wi-Fi. Donc, si on est dans des endroits où il n'y a pas de connexion, ça ne fonctionne pas. Peut-être dire rapidement qu'avec des collègues, on a fait un projet dans lequel on a publié 2 rapports. Un sur les technologies. Je vous le dis parce que Sacha me disait que c'était utilisé ici. C'est accessible en ligne. C'est un rapport qui a analysé les différentes technologies et méthodes. Donc, CCM, spectroscopie Raman, spectrométrie à mobilité ionique ou de masse, le HPLC comme le Drug Lab ou GCMS. HPLC, c'est aussi Liston Prod aussi. Ouais. TLC, oui. Et autres. Donc, puis le rapport présente chacune des technologies avec les avantages et les inconvénients parce que, dans le fond, selon les besoins qu'on a. Évidemment, si on parle d'analyse en milieu festif versus dans des structures d'accueil pour des personnes qui ont, par exemple, un trouble d'usage d'opioïdes, bien, les besoins ne sont peut-être pas exactement les mêmes. L'autre rapport qu'on a fait, c'est pour étudier les modalités et les besoins en termes d'exemption. Puis justement, l'exemption permet de préciser quelle machinerie ou comment on dispose des produits. Et ça a été très compliqué. Puis en fait, c'est une exemption à la loi réglementant certaines drogues et autres substances au Canada, l'article 56. Et il y a beaucoup de dispositions. Maintenant, les structures s'entraident pour faire cette demande-là parce que c'est très compliqué. Mais bref, le rapport regardait donc les enjeux d'exemption, de financement, d'assurance qualité, de relations avec les autorités policières, de visibilité, de confidentialité, de couverture, d'horaire, de messaging ou intervention, de temps d'attente et de type de technologie. J'essaie d'aller rapidement. Le GRIP
le GRIP teste plus de cocaïne, MDMA, kétamine, méthamphétamine, 2CB, très peu d'opioïdes, justement par rapport à d'autres structures qui accueillent des gens qui consomment plus d'opioïdes. Peut-être dire qu'au Canada, le drug checking a commencé surtout à Shambhala, un festival qui, en Colombie-Britannique, qui existe depuis très longtemps, avec Anchors, qui faisait l'analyse de manière complètement indépendante des autorités publiques. Il y a beaucoup d'autres structures qui font l'analyse de la vérification de drogue au Canada, mais depuis 6 ans maintenant, il y a à Toronto, et je termine là-dessus, Fabrice, le Toronto Drug Checking Service, qui vient juste de fêter ses 6 ans. Puis le service publie 2 fois par mois les tests qu'ils font en laboratoire là, avec vraiment la spectrométrie de masse. Puis juste pour vous donner une idée de ce que peut ressembler le marché. Puis ici, on est vraiment plus dans les tests en lien avec les opioïdes. Il y a aussi d'autres tests, mais généralement, c'est les opioïdes. Et par exemple, du 4 au 17 octobre dernier, il y a eu 128 analyses et 73% des échantillons qui étaient attendus comme étant du fentanyl, parce que maintenant, il n'y a plus d'héroïne. Les gens s'attendent à acheter du fentanyl. Donc, 73% des échantillons pour lesquels les personnes s'attendaient à ce que ce soit du fentanyl contenaient au moins un autre opioïde puissant comme du fluorofentanyl ou du carfentanyl ou des nitazènes. Et 86% contenaient un dépresseur du système nerveux ou respiratoire. 76% étaient de la médétomédine, 1% de la xylazine et 14% des benzos. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'aurais pu en dire plus, mais je ne veux pas retarder davantage le panel et vous empêcher de prendre une bonne pause. C'est long quand même, 2 heures. Merci. Merci à tous. Gracias, Mireia. Gracias. Et bonne continuation, bon congrès à tous. Merci.